une production du Studio SF. Bienvenue à Science Radio, le podcast où on parle de science et de sujets dans l'actualité scientifique et où on répond à vos questions en compagnie de nos invités experts. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste et je suis accompagnée de... Kevin L'Espérance, épidémiologiste et biochimiste. Ce projet est rendu possible grâce au soutien des fonds de recherche du Québec et du scientifique en chef Rémi Quirion. Si, en plus de Science Radio, vous voulez ajouter plus de science dans votre quotidien, dans ce que vous consommez sur les réseaux sociaux, bien, on vous encourage à faire comme nous et à suivre le scientifique en chef sur ses différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a parlé de course à pied en compagnie de François Raymond, kinésiologue. Kev, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? C'était fascinant comme épisode. Je suis un coureur. Il y a plein de mythes qui circulent sur la course à pied. On les a déboulonnés avec François aujourd'hui. Les questions qu'on s'est posées, c'est-tu bon ou c'est-tu pas bon, les étirements, des trucs du genre? Est-ce que c'est correct qu'on fasse de la musculation du haut du corps, etc., etc. Donc, c'était vraiment intéressant. On en a parlé pendant longtemps, d'ailleurs. Je pense que ça va être un record pour le temps d'épisode. Absolument, absolument. Mais oui, vraiment, super intéressant. On a déboulonné beaucoup de mythes. Donc, la prochaine fois que quelqu'un va vous dire « Ah, fais attention, on court pas, c'est mauvais pour les articulations », mais pour savoir quoi répondre, Frank y répond dans les prochaines minutes. C'est vraiment fascinant. Puis avec plein de bons trucs concrets, si vous aussi, ça vous tente de vous mettre à la course à pied. Donc, sans plus attendre, bonne écoute! Yo, Kev! Salut, Myriam, ça va? On dirait que t'allais dire Myriam! J'ai vraiment hésité sur ton nom. Je suis fatigué, on est en après-midi, là. Tu sais que je m'appelle Myriam. Myriam, oui, ça me revient tranquillement. Parfait, ça. Tu veux-tu parler de son nom de famille ou tu veux parler... Non, j'en parle pas là-dedans. C'est trop compliqué, hein? C'est vraiment Oui, compliqué, ça. là. Comment ça va? Ça va un super peu fatigué, bien, mais- merci. Toi, t'es correct? Ah, je suis en pleine forme. Ouais. En pleine Il y forme. avait une troisième voix derrière un autre micro qu'on a entendu brièvement. C'est qui cette personne-là? C'est qui cette personne? C'est François. Est-ce qu'on Je me se présente risque avec moi-même. le nom de famille? Je pense qu'on va te laisser te présenter. T'as l'air assez, Non, mais- t'as l'air assez à l'aise Je vais avec essayer les de compenser balados, pour ton mais- énergie avec la mienne. Merci. Donc, je Merci. m'appelle François Raymond, je suis kinésiologue. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Puis un kinésiologue, ça mange quoi en hiver? Ça fait quoi dans la vie? Ben, Juste ça pour les gens dépend à la à qui maison? tu demandes, mais Ok. si tu me demandes à moi, je te Ouais. dirais que je travaille avec des athlètes de haut niveau, olympiques et paralympiques, ainsi qu'avec monsieur, madame, tout le monde qui veulent augmenter leur performance. Je suis aussi vulgarisateur scientifique, je me sens Enlève gros les guillemets. guillemets. Non. Enlève Non, les mais c'est pas, Enlève les c'est pas guillemets. une job, c'est un side, là, tu sais. Ok. Avec le podcast La Quête, avec mon bon ami Mike. Et au jour le jour, j'entraîne les athlètes et j'essaie de m'entraîner moi-même à travers ça. Fait que expérience Ouais. pratique et théorique. Alors- On a vu que ça réussit tes entraînements parce que tes quadriceps sont peut-être Là, on les voit pas, le là, dos sont des dissimulés miens, sous là, la ils table, sont donc, en dessous de la table, c'est correct, mais je le dis verbalement. Je suis un peu gêné des miens maintenant. Mais tu cours vite quand même, inquiète-toi Oh, pas. je suis pas peur. C'est important. C'est important, ça. Ah, on va parler de course à pied. Toi, Frank, est-ce que dans les sports que tu pratiques, la course en fait partie? Ça en fait partie. Puis d'ailleurs, il y a 2 jours, j'ai fait un 40 km en trail au Parc national du Bic. Ça s'est bien passé. de Rimouski. Ça s'est bien passé. C'était Cool. un bel événement entre amis. Cool. C'était la seule année qu'il n'y a pas plu ni neigé. Wow. Donc, on va jamais la refaire parce qu'on n'aura jamais des aussi belles conditions. Mais oui, la course à pied, ça fait partie de ce que je fais. Principalement, un mix de route et trail. Je dirais, là, j'allais dire principalement route, mais c'est pas vrai. OK, donc une personne tout outillée pour nous parler de course à pied Ouais. aujourd'hui, avec ton expertise professionnelle, mais aussi personnelle. C'est quand même intéressant. On a sorti quelques petites données sur la course à pied. Grosso modo, en 2022, 60 millions de gens aux États-Unis disaient qu'ils pratiquaient la course à pied. J'étais quand même choqué, un peu surpris de ce chiffre-là. Tu Ça trouvais que genre- c'était peu ou tu trouvais Ben, que je c'était beaucoup? non, je trouvais que c'était beaucoup. Ouais, c'est quand même, 60 millions, ouais. 300 millions, C'est ça, 60 300 millions, millions, tu sais. c'est Ouais. j'étais Quand même comme, mais ça, beaucoup, hein. c'est quand même élevé. Fait que tout dépend des critères d'inclusion pour dire que tu Ouais, participes c'est- à la course à pied. tu sais. Ouais. Mais ça Ouais, reste que c'est dans les sports les plus Ben oui. populaires au monde de par la facile accessibilité. tu Ouais. sais. Puis on dit que ça coûte pas cher, puis tu as juste acheté une paire de souliers, mais tu sais aussi que si tu fais de la course à pied, l'équipement, ça va vite. La montre, le capteur de fréquence Ouais, cardiaque, ouais, les ouais. shoes en Les carbone. inscriptions. En même temps, on est course. rendu là aujourd'hui Ouais. où on se crée des besoins peut-être qui ne sont pas Ouais. si nécessaires que ça. Puis on va y Potentiellement. revenir aux chaussures un peu plus tard dans l'épisode, Ouais. j'espère, parce que je crois, à mon avis, que Ouais. des fois, c'est juste Du marketing. du mais marketing, on en mais on reparlera. en reparlera plus tard. Tu sais, de ton expérience personnelle, aussi professionnelle, est-ce que tu vois comme un plus grand engouement envers la course à pied? Je sais pas si je vois un plus grand engouement envers la course à pied, mais je vois clairement un engouement envers la distance. Donc, tu sais, d'un point de vue
populationnel, ou en tout cas ce que les sondages montrent, c'est que les événements de longue distance gagnent en popularité, notamment les marathons sur route, mais aussi le ultra-trail. Donc, les ultras, ça veut dire que c'est plus long que la distance marathon et en trail, donc c'est en sentier. Ça aussi, c'est en pleine explosion. Puis ça a une composante un peu différente de la course sur route, où est-ce que les gens qui participent à des événements en trail mentionnent que c'est souvent en groupe plutôt que des événements sur route qui sont un petit peu plus individualisés, un petit peu plus là, pour la performance personnelle, on va dire. Ouais. Il y a vraiment une augmentation. On dirait que tout le monde, dans les, je sais pas, 2-3 dernières années, se met au trail, s'inscrit à un événement. Puis, c'est cool, là. Je veux dire, c'est une belle Mais c'est un peu comme le vélo de gravel, si vous l'avez essayé. C'est plus... C'est gravel, c'est pas parce que, genre, c'est meilleur. C'est juste qu'une fois que tu l'essaies, tu vois tous les avantages. Il y a moins de voitures, la proximité avec les véhicules est moins grande, c'est plus connecté avec la nature. Fait que pour les mêmes raisons, croiser moins de gens aussi, d'être un petit peu plus connecté avec ton environnement. Donc, tous les avantages du vélo de gravel se retrouvent en trail. Fait que c'est facile d'aimer ça. Puis je trouve dans la mentalité, on dit souvent ça. Puis tu sais, je sais pas si la majorité des gens passent la course à pied sur route en premier avant d'aller vers le trail. On dirait que c'est plus rare que t'entends un trailer qui va vers la route. La trail est au la trail est au vélo de route, ce qui est la course à pied sur... Tu sais, dans le sens que la mentalité course à pied, des fois, est plus... Ouais, non, je me suis fourrée dans... Oh non, moi non plus, c'est l'après-midi, hein. Mais tu sais, dans le fond, course à pied ou vélo de route, c'est très, bon, le pace, les watts. Très scientifique, très cadré. Alors que le trail, on s'en fout du pace, on est dans la forêt, le gravel, la même chose. On dirait que les gens recherchent cet aspect un peu plus chilleux dans le sport. Parce qu'il y a un mouvement d'essayer de reconnecter avec la nature aussi, qu'on le voit, là, tu sais. Avec la pandémie, là, les gens se sont achetés des vélos de montagne, ils n'en ont jamais fait. Mais c'est à peu près ça, tu sais. L'idée, c'est de revenir vers la nature. Donc, peut-être la trail offre ça aussi. Puis, je pense aussi la notion de arrêter d'être dans la performance dans le sport. La course à pied sur l'asphalte, le vélo sur l'asphalte, est très dans la performance. Versus quand on s'en va courir en montagne, c'est « T'as-tu réussi à juste courir la montagne d'Assort? T'as-tu vu les beaux oiseaux? T'as-tu vu la nature? Je sais pas. » Mais en même temps, je suis d'accord avec toi sur le principe, mais en général, je vois aussi une frange de compétitivité qui s'installe parce qu'il y a de l'argent à faire. Fait que s'il y a un incitatif du game et un incitatif de performance, puis tu le vois un peu maintenant dans les événements de trail, il y a des gens qui sont en avant, intenses, ils ont tout leur kit, puis tu les salues quand tu les croises, puis t'as pas beaucoup de sourire en retour versus les gens qui sont en arrière, sont comme ils sont tous vraiment contents d'être là. Fait que tu sais, c'est vrai qu'en général, c'est plus chill, effectivement, mais il y a quand même une frange de compétition qui s'installe. Donc, on a une belle petite mise en bouche sur la course à pied. On va tout de suite plonger dans les différents sujets. Écoute, on a reçu tellement de questions du public là-dessus. Il y a tellement de mythes, je crois, qu'on se doit de déboulonner ensemble aujourd'hui. Le premier, je te lance cette question-là. Tu les as vues, les questions, mais la course est-elle mauvaise pour les articulations? Ça, c'est durable comme mythe. C'est très dur. J'ai hâte au jour où est-ce qu'on va arrêter d'en parler. Les chiffres sont intéressants parce que 29% du grand public estime que courir fréquemment est nocif pour les genoux. C'est fou, hein? Donc là, c'est 30%. C'est une personne sur 3 à peu près. 54% pensent la même chose pour courir des longues distances. C'est une personne sur 2? Oui, une personne sur 2. Donné 2022. Si tu cours des marathons, ça va scraper tes genoux. Ma mère me le dit continuellement. Elle dit que je devrais arrêter de faire du sport parce que c'est pas bon pour ma santé. Puis c'est pour ça que j'ai mal dans le dos. Puis tout. Non, maman, c'est pourquoi j'ai mal dans le dos. C'est que je suis assis devant un écran d'ordinateur 8 heures par jour. Mon avis à moi personnel. Mais anyway, on n'embarque pas là-dedans. Donc oui, c'est un mythe qui est quand même assez tenace. Puis on veut en parler avec toi. Oui. Avec ta réaction, c'est pas vrai. Ben, c'est pas vrai. On va nuancer la patente, mais ben, en fait, revenons en arrière d'une étape. Si les gens sont convaincus de ça exprime l'état des lieux, l'état de la connaissance générale puis des perceptions reliées au sport. Il y a beaucoup de... Une chose que je pense qu'il faut démontrer et déboulonner en même temps, c'est que on pense souvent que le corps humain, c'est comme une machine, à tort. Parce qu'une machine comme une voiture ou un vélo, par exemple, lorsque c'est utilisé, ça se dégrade et ça brise. Mais le corps humain ne fonctionne pas comme ça. Le corps humain, lorsqu'il est soumis à un stress, il va effectivement avoir une période de récupération, mais il va aussi avoir une période de surcompensation et une période d'ajustement où est-ce qu'il va développer
les ressources pour faire face à la tâche que tu viens de lui imposer, puis mieux y répondre la prochaine fois. Tu sais, quand tu es hors d'onde, Kevin, tu parlais de ton premier marathon versus de ton je sais pas combienième, ou est-ce qu'après le premier, tu étais hors service pour 3 à 5 jours, puis après puis après le plus récent, tu aurais pu continuer. Tu sais. Fait que ça, c'est la preuve que le même stimulus appliqué à un corps qui était mieux préparé n'a pas créé la même destruction, on va dire, en gros guillemets, mais que tout de même, en prenant cet exemple-là, on a vu que ton corps s'est adapté à la longue. Fait que si ça avait été une machine qui se dégrade lorsqu'il est soumis à un stress, bien, tu aurais eu ton premier marathon parce que tu étais hors service pendant une semaine. Puis après ça, après un deuxième marathon, tu aurais été encore plus hors service, puis encore plus hors service. Puis c'est pas comme ça que le corps fonctionne. T'sais, lorsqu'exposé à un stimulus, il s'améliore. T'sais. Fait que si on prend ça en compte, c'est normal si les gens pensent que le corps, c'est une machine, qui vont se dire, lorsque tu l'utilises, ça se dégrade. Mais si on sait que le corps s'améliore lorsqu'il est soumis à un stress, mais on va se dire, la course à pied, c'est en fait bénéfique à l'aventure humaine d'être en forme, d'être en santé, parce que ça agit comme stress. Le stress est utile et néfaste selon la dose qu'on impose au corps, mais à la longue, le corps s'adapte et devient meilleur. Et je dirais même que s'il y avait une pilule qui faisait tous les effets positifs de l'activité physique, on serait tout hook dessus, puis on serait turbo-milliardaire si on était la compagnie derrière. T'sais. Sauf que la nuance à ça, c'est que sur le coup, directement après le sport, la totalité des perturbations, elle est immense. Là. Mettons, après ton marathon, tu étais ravagé, puis si on avait pris une imagerie de tes jambes... J'ai essayé de me rendre au Tim Hortons, on voulait aller manger, c'était l'enfer. C'était pas beau à voir, c'est ça. Non, pour vrai, j'étais mal préparé. Parce que sur le coup, tu étais complètement détruit, mais la phase de récupération t'a amené à être plus en forme et plus endurant à ce stimulus-là. T'sais. Bref, ce que je veux dire, c'est normal que les gens pensent que potentiellement la course à pied, c'est nocif. Les données scientifiques nous montrent que, en règle générale, c'est pas du tout nocif, même que c'est l'inverse. C'est protecteur à bien des égards et ça a des effets santé, métaboliques, cérébraux incroyablement positifs. Là. Parlons-en des petits effets santé. Donc, on dit, OK, au niveau de l'arthrose, l'arthrose, veux-tu définir l'arthrose? Oui, parce que ça, des fois, ceux qui ont de l'arthrose, les gens ont... Moi, je le sais maintenant, mais... Arthrite, c'est soit une réaction corporelle auto-immune ou auto-générée. Arthrose, c'est un petit peu plus destruction de certaines structures de l'articulation à cause d'une certaine forme d'usure. Le cartilage, là, qui est comme, grosso modo, le coussinet entre les os. On peut dire ça. Donc, quand ça se détruit, il y a des frottements entre les os, ça devient inconfortable. Exactement. Puis, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Ouais. Souvent des destructions qui sont mécaniques, mais c'est pas nécessairement c'est pas la course à pied qui va mener à ce genre de destruction-là. Au contraire, même des études qui tendent à démontrer que ça a un effet protecteur sur l'arthrose. T'sais, si on va un petit peu plus en détail dans certaines des structures du corps humain, tu as des muscles, des tendons, des ligaments, du cartilage, puis il y a une différence au niveau de la vascularisation, au niveau de à quel point il y a du sang qui se rend à la région. Puis le cartilage, ça fait partie des régions qui sont les moins irriguées, exactement, les moins vascularisées. Mais on sait que l'impact sur le cartilage aide à amener une certaine forme d'appel sanguin et de messagers qui viennent rendre la structure en meilleure forme, on va dire, les plus aptes à la fois tolérer la compression future, mais aussi pour nourrir la structure afin qu'elle bénéficie de l'activité physique. Puis, est-ce que c'est... Tu sais, là, bon, on a bien défini que la course en soi ne va pas être mauvaise pour les articulations, ça va même être bénéfique. On entend des fois, mais la course, c'est quand même un sport qui est, entre guillemets, plus rough sur le corps. Tu sais, mettons quelqu'un qui passe d'être complètement sédentaire, ma tante, mon oncle va dire, mais avant de commencer à courir, va faire du vélo, va nager, il y a moins d'impact, c'est moins difficile. Ça, qu'est-ce que tu réponds? C'est un très bon conseil en général. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour tout mouvement humain, il y a une contraction musculaire nécessaire pour que le corps se déplace. Bon, ça va. Après ça, il y a plusieurs types de contractions musculaires. Il y a une contraction qui s'appelle excentrique, qui est lorsqu'un muscle est contracté, mais qu'il s'allonge. Donc, le meilleur exemple, c'est facile, c'est un biceps. Quand tu as une flexion au niveau du biceps, puis la main se rapproche du sol, mais que le biceps est en tension, ça crée une contraction qui est excentrique. Et la même logique s'applique à nos jambes. La raison pour laquelle on dit que c'est plus rough, c'est que la course à pied implique beaucoup de ces contractions-là, des contractions excentriques,
et ça a un potentiel de créer du dommage musculaire qui est un petit peu plus grand que d'autres formes de contraction. Et aussi, ça implique qu'à chaque impact qu'on fait au sol, il y a une proportionnalité qui revient dans le corps. Ce que je veux dire par là, c'est que quand mettons qu'on était sur notre chaise puis on sautait au sol, ça ferait un gros boom, tu sais, parce qu'on envoie de notre poids du corps dans le sol, mais l'inverse est aussi vrai, action-réaction. Il y a des forces qui remontent dans le corps avec cet impact-là. Et à la course à pied, il y a des centaines puis il y a des milliers de ces contractions-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est rough, parce que contrairement à d'autres sports qui n'ont pas cette phase d'impact-là, la course à pied en a. Puis est-ce qu'il y a des gens qui ne devraient pas pratiquer la course à pied? Bien, ça, c'est une grande question. Je dirais qu'il faut que je fasse la différence entre ma philosophie d'entraîneur et ce que la science dit, tu sais. Ou tu sais, quelqu'un qui a une maladie musculo-squelettique, où là, c'est un no-go. Il y a des raisons qui feraient que tu devrais pas courir. Si t'as une fracture puis t'es en guérison. Non, parce qu'il y a un running gag, pour vrai, à chaque épisode, l'expert dit quelque chose. À pas faire. Puis là, je me reconnais là-dedans. À chaque fois qu'il réalise qu'il y a des problèmes. Je me suis fracturé le talon cet hiver, tu sais, puis j'étais allé jouer ma finale de soccer pareil parce que j'y tenais. Fait que le projet de podcast, dans le fond, c'est pour ton C'est juste pour éducation. moi, c'est juste pour moi. C'est une checklist de what not to do. C'est un grand diagnostic pour Kev. Exact. Bref, OK, donc continuons. Il y a des fracture, raisons qui feraient qu'on ne devrait pas courir. Tu sais, on va parler un petit peu plus tard d'un surpoids, tu sais, puis ça, je pense que ça va être une grosse question plus tard. Fait que excluons ça. Tu sais, maladie dégénérative, il y a peut-être des raisons qui feraient que tu ne devrais pas courir, mais tu sais, en général, si on met le chapeau de l'activité physique beaucoup plus que de la course à pied sur ta question, en général, on bénéficie de quelconque forme d'activité physique. Puis il y a j'ai juste le mot en anglais, des workarounds. Il y a des stratégies de contournement à bien des problèmes. Puis ça peut être de la course à pied ou pas de la course à pied. L'important, c'est juste de rester actif puis de bénéficier des avantages que nous offre le sport. Les bénéfices surpassent les risques souvent puis les effets néfastes. Et de loin. Si on parle juste de capacité cardio-respiratoire, c'est peut-être un des meilleurs prédicteurs de longévité. Donc, c'est important de protéger son petit cœur puis ses vaisseaux. Puis l'activité physique permet de faire ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'en empêcher. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a peut-être certaines conditions qui pourraient nous empêcher de faire de la course à pied ou réduire notre niveau de course à pied, peut-être. Tout à fait. Puis, tu sais, là où je m'en allais quand tu as parlé de réduire le niveau de course à pied, c'est que la stratégie générale de course à pied que les gens emploient est souvent trop agressive. C'est ça, fait que ça mène à des blessures. Fait que c'est pas parce que la course est mauvaise, c'est juste la stratégie de progression employée classiquement qui est trop importante. Peut-être une partie du mythe s'explique par ce phénomène-là. Oui, c'est ça, exactement. Comme... Tout le monde commence la course à pied, se blesse, fait comme OK, c'est pas bon pour moi. Je m'entraîne un mois, je fais un 10 km, un 15 km, je cours un marathon, je suis complètement cassé, je suis pas capable de marcher pendant un an parce que je me suis étiré quelque chose, puis là, ça me donne plus le goût de courir après, puis là, le stigma, il reste. Là, exact. Je pense qu'en général, ce qu'il faut dire par rapport à la course à pied ou n'importe quel sport avec des impacts, s'il y en avait d'autres que les gens ont en tête, c'est qu'il y a un rythme de progression à suivre et il y a une grande analyse qui doit être faite de qu'est-ce que tu amènes physiquement à l'activité physique quand tu commences. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quoi ton historique? Est-ce que tu es habitué de prendre ce genre de surcharge-là? Es-tu déjà en train de courir, mais là, tu cherches un plan d'entraînement qui est plus rigoureux? Qu'est-ce que tu as comme bagage d'entraînement? Es-tu sédentaire? Est-ce que tes journées sont physiques parce que tu travailles sur la construction, par exemple, ou t'es bibliothécaire? Rien contre les bibliothécaires, mais ils sont moins actifs que des bricoleurs, genre. Fait que bon, il y a ce genre d'analyse-là qui doit être fait. Puis souvent, après ça, une fois qu'on a fait cette analyse-là, on va dire, bon, ben, pars à un certain niveau puis augmente de 10 % par semaine. Je l'ai vu, ta note. On l'a vu, ta note dans le document. Choqué, je pensais pas que c'était un thing, ça, pour vrai, le 10 %. Donc, l'idée de on part à un certain niveau, le niveau où ce qu'on est. Où est-ce qu'on pense qu'on est? Où est-ce qu'on pense qu'on est. Puis là, après, on augmente de 10 % à chaque semaine. 10 % c'est énorme. C'est énorme. Myriam m'a dit ça tout à l'heure, puis j'étais comme, t'es sûr, 10 % c'est vraiment la recommandation. C'est ça qui est souvent véhiculé. Puis peut-être que. Mettons là, pour monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'on pourrait comme donner un exemple de ce que représente un 10 %? Tu fais genre. Tu te dis, OK, je vais courir 20 km cette semaine. Pas en une sortie, mais en plusieurs sorties. Mettons, je fais 4 fois 5 km dans ma semaine. Parfait. Okay. La semaine d'après, ça va être des 4,5 ou 4,4 plutôt. Là, ça va être 4 fois 5,5. Fait que ça t'amène à 22.
puis après ça 24, puis après ça 27 peut-être, puis après ça 30, puis après ça 33. Puis rapidement, là, en 2-3 mois, tu as probablement doublé ton volume. Puis probablement que dans ces 3 mois-là, tu vas t'être blessé. Ouais. Pas parce que tu as appliqué le 10 nécessairement. Ça se peut que tu aurais été correct avec un 10 mais qui a commencé à 5 km par semaine. C'est juste que pour tout mettre ensemble, gestion de l'intensité, gestion de la durée de chaque course, gestion du volume de la semaine, gestion de la détermination du volume de la semaine, il y a plein de réponses que tu as peut-être eu mal. Puis si tu ajoutes un 10 dessus, ben, ce rythme d'augmentation-là est peut-être trop élevé. T'sais. Fait que il y a pas vraiment... L'affaire, ce qui est tough, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question-là. En pratique, tu peux faire des ajustements ou tu peux faire des safe bets, là, mettons. Là, généralement, mettons, dans ma pratique personnelle, pour un coureur expérimenté, c'est gros maximum 2 à 5 d'augmentation aux genre 2 semaines. 10 on est chez quelqu'un d'expérimenté. C'est rare que je vais faire augmenter, mettons, pour quelqu'un qui court entre, je sais pas, là, 50 et 75 km par semaine. Là, un bon coureur, plus que 2 à 5 km par semaine. Puis je suis un peu frileux là-dessus parce que plein de gens se blessent. Puis là, on a l'air de dire que la course à pied, c'est dangereux. C'est juste le rythme d'augmentation de la course à pied est plus difficile à gérer en tant que spécialiste et en tant qu'athlète que, mettons, le vélo, la nage, parce qu'il n'y a pas cette composante de choc-là. Donc, on a un petit peu plus de liberté d'application du volume. L'évaluation de base aussi, le niveau de base. C'est ça, exact. Puis souvent, on part trop fort. Plus loin, là, je vous laisse une note, mais on va en parler tout de suite. Chez une population obèse, pour la cohorte qui faisait 3 km de course par semaine versus la cohorte qui faisait 6 km de course par semaine, ceux qui faisaient 6 kg, ce qui est vraiment pas beaucoup, là, avaient 20 à 25 plus de chances de se blesser. Puis, tu sais, tu dirais à n'importe qui... Ça, c'est des gens qui n'étaient pas initiés à la course à pied. Pas nécessairement, qui étaient légèrement en surpoids, tu sais, mais qui étaient quand même... OK. C'est pas tous des néophytes de la course, là. Exactement. Mais 3 à 6 km par semaine. Tu dis à n'importe qui, tu fais une semaine de 3 km, ils sont comme, ben, tu me niaises, là. Genre, ça, c'est une course, là, tu sais, puis je vais faire ça 4 fois dans la semaine, tu sais. Fait que pour dire à quel point que les volumes qu'on pense qui sont sécuritaires sont souvent nettement plus bas que ce qu'on pense réellement. C'est bon que tu me dises ça, parce que, en tout cas, Mais j'ai fait une année en kin, moi, parce que j'étais perdu dans la vie, j'avais envie de faire ça, j'aimais le sport. J'ai fait une année en kin, puis on nous disait justement progression, c'est important. Mais tu vois, tu sais, je surestimais littéralement les niveaux de base. Moi, tu sais, 5 km, c'est un pet. Tout le monde part à 5 km, let's go. Puis après, on bouge de là. Puis tu sais, on parlait plutôt de la tendance vers des événements plus longs, mettons des marathons ou des ultra-trails. Ben là, pense à l'athlète, mettons, qui se fait pas coacher, qui se dit, il faut que je fasse 60 km en sentier. Ben, je vais faire un 10 ou je vais faire un 15 aujourd'hui. Tu sais, c'est loin de mon événement, mais ça reste, plus raisonnable, mais tu es déjà dans des volumes. Oui, parce que tu as l'optique de 60, donc tu dis, il faut que je cours des distances tout de suite. Exactement. Mais ça, justement, si on traduit ça en recommandations concrètes, parce que là, on dit, faut pas faire ci, faut reparler. Mais là, concrètement, quelqu'un qui nous écoute puis qui se dit, c'est là... vraiment difficile à répondre. Mais mettons, c'est quoi les questions qu'une personne peut se poser? OK, là, j'ai le goût de commencer la course à pied, ça a l'air le fun. C'est quoi, mettons, justement, là, j'ai peut-être pas le luxe d'aller voir un kinésiologue, mais j'ai pas envie de me blesser. Qu'est-ce que je peux faire? Mais tu sais, mettons, des règles de base. Je dirais, si tu cours pas, mettons, si t'as pas couru dans les 3 derniers mois, applique un volume minimal et applique certaines des recommandations que je vais dire. Volume minimal, je dirais pas plus que 10 km par semaine pour commencer. Mettons que genre t'inclus du course-marche. Exactement, c'est ça. Fait que là, tu peux fractionner tes courses pour que ton volume total de semaine sur tes 2 pieds comprenne de la marche et de la course à une certaine proportion. Mais mettons, si t'es vraiment déconditionné, 1 pour 3, 1 pour 5, parce que 1 minute de course, c'est 3 à 5 minutes de marche. C'est vraiment si peu. Pas courir 2 jours collés. Généralement, avoir 1 à 2 jours sans impact avant de reprendre une course. La récupération est importante. Exactement, Ça, mais tu peux quand même faire d'autres types d'activités pendant ce temps-là. Tu peux faire la musculation, tu peux faire des activités sans impact pour juste avoir une stimulation cardiovasculaire. Fait que, tu sais, mettons, puisqu'on est à la recherche de recommandations, je dirais 10 km au minimum, au maximum, je veux dire, avec potentiellement du fractionné, avec une inclusion de d'autres séances d'activité. Si tu trouves que c'est trop peu, pour quelqu'un qui n'a pas fait de sport en 3 mois, ça serait comme le plus que je serais à l'aise de donner. T'sais. Puis après ça, c'est de voir
tu as quel genre de niveau d'activité physique en ce moment, puis ça se traduit à quel volume de course, mais ça, c'est un peu plus la job d'un kin de faire cette évaluation. Ouais. Puis, sous question qu'on avait par rapport à ça, est-ce que, tu sais, quelqu'un qui dit, bon, je veux combiner course à pied, renforcement musculaire, ça, justement, est-ce qu'il y a certains muscles prioritaires que ça peut plus valoir la peine de... le bas du corps, là, évidemment. Pas les pouces? Mais en fait, tu ris, mais passer moins de temps sur son écran va t'amener à être en meilleure forme physique. Fait que lâche tes pouces. Mais, arrête de scroller Strava, puis va créer du contenu Strava. Exactement. Fait que donc, une phrase de préparation avant de dire ça. Ouais. On peut faire de la muscu avant de commencer la course pour préparer les structures. Fait que si on a quelqu'un qui nous écoute qui est plutôt sédentaire, mais qui a des envies de course à pied, je dirais, tu peux commencer dès maintenant ton programme d'entraînement, mais peut-être pas commencer immédiatement ton programme de course à pied. Mais on va se dire qu'on fait les deux en même temps. Je dirais, tu veux séparer les intensités en course à pied versus le moment de musculation, de peut-être pas faire ça la même journée ou de te pratiquer à enchaîner les deux, en fait. Fait que si tu as une musculation le matin, laisser passer quelques heures, après ça, faire une séance d'intensité puis avoir une journée le lendemain qui est nettement plus facile. Fait qu'on peut avoir autant une répartition, intensité et muscu qui est pas la même journée de la semaine ou une addition de ces deux moments-là ensemble afin d'avoir une plus grande variation au niveau de la semaine. Parce que là, on rentre dans un concept kinésiologique qui est un petit peu différent, mais c'est l'ondulation de la semaine, l'ondulation du mois, de ne pas avoir toujours la même stimulation à chaque jour pour créer une différence dans les journées difficiles puis les journées faciles, par exemple. Pas de la variation. Exactement. De la variation, mais au sein d'une journée, au sein d'une semaine, au sein du mois, pour que ça soit une tendance générale qui est à la hausse en termes de volume. Donc, on varie les exercices, on varie l'intensité, la fréquence, le style d'entraînement, ces choses-là. Exactement. Mais en général, ce qui aide la course à pied, c'est le développement de la force maximale et de la force explosive. Donc, on parle de charges qui sont lourdes, qu'on a de la difficulté à déplacer rapidement parce que c'est tellement une grosse charge que ça prend du temps à créer la force. Pour les groupes principaux, les quadriceps, les ischios, les fessiers, les mollets, mais aussi tout ce qui est le soutien de la posture verticale. Tu sais, quand on court, on fait comme plein de petits bonds. Ouais. Ça fait qu'on s'assoit. Bon, une autre chose à rajouter sur ta liste. C'est le micro, pour vrai. Je suis tout le temps de même. Tu peux le monter. Oui, tu peux le monter. Mais toi, il bouge de ta bouche. Il tient pas. Peut-être pas trop le tapoter pendant qu'on tourne, mais... Mais bref, donc c'est ça. Fait que il y a tout l'aspect de préparation à la performance pour le bas du corps, puis après ça, il y a le soutien à la posture, à la performance, le tronc, les lombaires, les abdominaux, puis voire même certains exercices de haut du corps pour avoir une capacité à traîner peut-être une veste d'hydratation parce qu'on parlait de course à pied en trail. Souvent, ça vient avec une certaine forme d'autonomie que tu dois avoir au niveau de ton hydratation, de ta nutrition, puis de traîner ce poids-là à la longue a des effets parfois insoupçonnés au niveau de la fatigue que ça crée. Oui, 100%. Surtout quand tu tombes dans les longues distances, puis tu commences à courir un peu plus longtemps, ça fait une différence. Donc oui, je veux qu'on attaque ce petit mythe-là de l'entraînement du haut du corps. Parce que pour la course à pied, j'ai l'impression que c'est... Tu sais, comme en bas. Bon, un disclaimer, là, je coach le cross-country au secondaire, puis sur la base de mon expérience, je suis pas un entraîneur aussi qualifié que François, bien évidemment, mais je fais faire à mes kids quand même, une fois de temps en temps, des petits exercices d'épaule, le pec, de haut du corps. Puis ils me posent tout le temps cette question-là, pourquoi? Ouais. C'est important? Ouais. Est-ce que c'est important? Il y a plusieurs choses. C'est d'abord, si tu penses à la mécanique de la course à pied, à haute vitesse, du moins, il y a une contribution du haut du corps qui est non négligeable. Mais même à longue distance, à plus basse vitesse, le mouvement demeure quand même, peut-être pas dans la même amplitude, mais il faut que tu sois capable de le tolérer sur longtemps. Exact. Puis plus tu es fort, meilleure est ton endurance pour un geste sous-maximal. Fait que donc ça, c'est un argument facile à donner. Où est-ce que, oui, effectivement, c'est juste le poids de ton bras, là, mais sur 10, 15, 20 000 répétitions de course à pied, tu sais. Puis il y a aussi le maintien de ta posture pour rester dans une posture qui est biomécaniquement efficace. Parce que sinon, la même vitesse, si ta posture change, va te coûter de plus en plus cher. Donc, c'est inefficace si tu fatigues. Donc, de préserver une belle posture, c'est un argument. Et aussi, je dirais, en règle générale, d'apprendre à bien bouger, d'impliquer des exercices qui sont pluriarticulaires, qui impliquent plusieurs articulations, comme, mettons, là, je sais pas, là, des thrusters, là, si les gens savent ce qu'on veut dire, là, un squat avec des dumbbells, où est-ce que lorsque tu es en pleine extension de tes jambes, tu viens faire une extension en haut de la tête. Donc ça, c'est un geste qui est
qui comprend tout le corps, mais c'est une transmission de force du sol en haut de la tête qui ressemble un peu à un geste de course à pied. Donc, il y a une certaine forme de spécificité qui peut être impliquée. Puis ça amène justement un rappel postural puis apprendre aux athlètes à générer de la force dans toute la durée du geste d'une manière qui est efficace. Donc, oui à l'entraînement du haut du corps aussi. Exact. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une juste... priorisation qui soit faite. Le but, c'est pas d'être jack comme Arnold. D'avoir les plus gros biceps pour ton marathon. Mais si, mettons, là, on parle de course à pied, d'endurance, mais si on parle de rugby, genre de course à pied à haute intensité, où est-ce qu'il y a des impacts, mais la composante de course à pied est très importante, bien là, tu veux avoir une certaine forme d'armure, on va dire, dans ton haut du corps si ta course à pied implique des impacts. Même chose pour la crosse, même chose pour le hockey. Il y a une certaine forme de composante cardio, mais il y a une certaine composante aussi de gestion de l'impact. Puis ça, c'est plus sécuritaire pour les articulations. C'est un petit peu de coussinage. Il y a plein de choses intéressantes qui se disent ici. Moi, ce qui me fascine, c'est la force. Hein. On a cette idée-là qu'il faut tout le temps s'entraîner juste en endurance. Oui, mon Dieu. Mais ça, parlons-en d'ailleurs. Vas-y, je m'en allais là, mais je voulais aborder d'autres sujets aussi, comme la mobilité. C'est ça. Si, mettons, le mythe de courir, ça fait mal aux genoux, ben le deuxième mythe le plus gossant, je trouve, c'est on va travailler en endurance pour des sports d'endurance. 15 à 25 répétitions tout le temps. Comme si c'était beaucoup d'ailleurs, quand tu penses que, mettons, un 10 km à pied, c'est genre 10 000 pas, là, à peu près, 15 à 20, c'est beaucoup de répétitions. Pas tant que ça, fais-en 300, là, tu vois, c'est déjà plus. Mais on s'égare, ce que la science nous montre, c'est que, comme je disais tantôt, le développement de la force maximale et de la force explosive, c'est ce qui soutient le plus la performance de sport d'endurance. Puis la raison pourquoi on veut se différencier du sport, c'est justement parce que on veut créer un stimulus différent pour notre corps que celui qu'on a à toutes les fois qu'on pratique notre sport. T'sais. Si on prend la course à pied, par exemple, c'est des amplitudes qui sont relativement petites, à la hanche, aux genoux. On est actif, mais c'est pas des grandes enjambées comme le sprint ou comme le saut en longueur. Ça, c'est des grosses amplitudes. Fait que donc, il faut offrir à notre corps l'opportunité d'aller dans ces amplitudes-là, de 1, puis de 2, de pas juste vaincre notre petit poids de corps, mais de vaincre une nettement plus grosse résistance afin d'avoir accès à une augmentation de notre force pour que chaque pas nous coûte moins cher. Je parlais tantôt d'être plus fort amène une meilleure endurance. Mais aussi, ça permet d'avoir une gestion de ta course. Si tu as besoin de kick à la fin d'une course, mais d'avoir une composante anaérobie ou de puissance musculaire te permet d'accélérer plus facilement. Si tu as... Je vais y revenir, t'inquiète pas. Tu m'as dit tout à l'heure, je te flag. Je sais. Puis la dernière chose que je voulais dire avant d'arriver au dictionnaire, c'est que une fois que tu es plus fort musculairement ou tu as une meilleure capacité anaérobie, tu as peut-être une meilleure vitesse de déplacement maximale et donc soutenir une endurance à une vitesse qui est sous-maximale va être plus facile parce que ton plafond est rendu plus haut. Fait que c'est vrai d'un point de vue neuromusculaire. Générer de la force, c'est plus facile, donc tu es plus endurant, mais c'est aussi par rapport à ton déplacement maximal. Si ta vitesse maximale de déplacement est plus grande, courir à 10, 12 km/h ou 4 ou 5 minutes du kilo, c'est plus facile. J'en reviens au dictionnaire. Je fais juste le dire. Non, c'est parfait. On peut les définir si tu veux, mais on va laisser l'expert. Dès qu'on parle d'aérobie, c'est tout ce qui est cardio, VO2 max, endurance, jogging, peu importe. Anaérobie, c'est une source d'énergie qui ne dépend pas de l'oxygène, puis qui a une certaine quantité limitée d'oxygène, mais une très, très grande puissance. Donc, tu peux générer beaucoup d'énergie en très peu de temps, mais ça, c'est une réserve qui est sur du 30 à 40 secondes d'effort. Voire moins, tu sais. Même moins. Puis donc, si on a une meilleure capacité anaérobique, justement, on a une meilleure capacité à utiliser beaucoup de notre énergie très rapidement. Donc, ça, c'est typique d'un sprint ou d'une accélération de fin de course, par exemple, de créer un changement dans notre allure de déplacement, tu sais. Puis je pense que c'est tout. Je pense que c'est les deux choses que les deux termes. Super, t'as pas super. Non, c'est bien. Mais pour, mettons, si je fais un petit résumé de ce qu'on a dit à date, OK, quelqu'un qui veut commencer la course à pied, volume, là, doucement, là, mettons, t'as pas couru dans les 3 derniers mois, max 10 km par semaine, à peu près, puis tes courses marches, tes 2 jours de repos, variation, tout ça. Ouais. La muscu, c'est pertinent tout le temps. Tout le temps. Avant, même si on n'a pas couru encore, pendant. Et bas du corps, oui, mais la chaîne postérieure, pas postérieure, pardon, le haut du corps va être aussi important. Exactement. Parce que c'est ça, nos bras, ils vont soigner. Un entraînement en force. Oui, entraînement en force, pas juste besoin de faire 15 à 20 reps. Donc, juste pour donner peut-être un petit point sur l'entraînement en force, on veut
3 à 5 répétitions, 3 à 5 séries de 3 à 5 exercices environ par séance. À peu près, 1 à 3 fois par semaine, OK. selon certaines modalités. Ouais. Mais il faut que ça soit lourd, il faut que ça soit dur, il faut qu'on ait une bonne technique, évidemment, il faut Ouais, qu'on ait ouais. progressé. Tu sais. Mais mettons qu'on est prêt et qu'on est rendu là. Il faut que ça soit un effort marqué. Ça devrait pas être comme je m'entraîne. Non, il faut que ta face devienne un peu rouge puis que tu te dis je dois pas être très chargement en ce moment. Là, tu sais. C'est comme les joueurs de football sur le leg press, que quand ils embarquent l'équipe au complet, puis Embarque sur le toutes leg les press plaques avec. du là. gym, là, puis Exactement. ça, c'est un effort. Là, Ouais. bon. Exactement. Donc, on a l'image en tête. Là. Là, autre question qui tue probablement, puis on verra où tu classes ça dans ta chaîne de mythes Ouais. qui te gosse. Si ça en fait partie. Non, mais j'aime ça parce qu'en nutrition, c'est pareil. Fait que là, j'aime en kin savoir c'est quoi les mythes qui fatiguent. À date, tu sais, on revient sur les mythes qu'on vient de déconstruire. Oui, hein. bonne idée. Les articulations, la Ça course, va. ça va, Ouais. c'est pas mal. Ouais. OK. Tout le monde peut débuter la course à pied, il faut juste y D'une aller certaine progressivement, manière. d'une Exact. certaine manière, d'en Ouais. être conscient. Sauf si peut-être tu as des conditions qui Exact. t'empêchent. Mais by and large, là, 95% de la population, je sais pas trop. Là, tu sais. L'entraînement en musculation, c'est top. Oui. Let's go, on le fait. On Ouais. met sur la force aussi. Exact. Peut-être les sauts. un peu, Peut-être si puis- tu es rendu là dans ta progression, mais effectivement que la pliométrie, là, donc de faire des sauts, combiné à de la force maximale ou de la force explosive, c'est ce qui est le plus pertinent pour améliorer la performance Et en là- course à pied. Roulement de tambour. Faut-tu s'étirer? Peut-être que je suis moins controversé que d'autres. Non, mais c'est c'est parce que- que ça fait plus souvent que j'ai à tenir cette conversation-là, tu sais, mais ça me gosse moins que, Ok. mettons, d'autres affaires. Ok. Mais ça aussi, c'est plutôt tenace. De devoir s'étirer, c'est comme si, quand on le fait pas, on est comme une mauvaise personne. Mais c'est genre, tellement tu sais. ça. C'est Ouais. genre, je n'ai pas tout fait, je ne me suis pas étiré. Toi, t'as Mais mal je aux veux dire, genoux, j'ai mais pas- ça, j'ai tu pas t'es assez- je me suis pas étiré, C'est ça. exactement. Tu sais, Ouais. t'as passé 1 heure dans le gym à faire des amplitudes de mouvement maximal, à Exact. faire des squats juste avant Ouais. que tes fesses touchent à terre, mais après, faut que tu t'étires. Pour moi, c'est un Ouais. non-sens, Fait mais... que, avant, après, statique bon, ou ok. dynamique, Pendant. explique-nous ça. Ben, en fait, s'entraîner en musculation, c'est un peu une certaine forme C'est vrai, de ça. flexibilité. Ouais. Fin de la parenthèse. Ça dépend. C'est la réponse classique. Ouais, tu sais, mais OK. Fait que mettons qu'on fait l'état des lieux sur le stretching. En général, on va s'étirer pour gagner en amplitude. C'est pas mal la seule raison pour laquelle on voudrait le faire, parce que s'étirer pour prévenir les blessures, on sait que ça marche pas. S'étirer pour éviter d'être raqué, ça marche pas. Et même que c'est peut-être tu contribues à être plus raqué Ouais. en t'étirant si tu as déjà du dommage musculaire. Attends, tu veux-tu le répéter juste pour être sûr? Attends, on Parce répète que- encore. Parce Tu que ne ça, je devrais l'en- pas t'étirer pour éviter d'être raqué. Ah oui, puis l'acide lactique, ça fait pas que t'es raqué. Non. Autre Ah, mythe. merci. Mais Ah oui, ça, on en reparlera. parlait plus tard. Ouais. Donc, voilà. Fait que donc, les raisons pour s'étirer, c'est pour gagner en amplitude. Fait La que c'est seule soit raison, que- là, tu sais. pas mal. Pas mal. Tu fais de la Tu gymnastique, pourrais, tu sais, peut-être, en fait, s'il y a des gens de muscu qui nous écoutent, il y a une manière de gagner en masse musculaire avec de l'étirement intense. Ça a été documenté. OK. C'est une réponse qui n'arrive qu'au début du protocole de stretching ou au début de quelqu'un qui commence à s'entraîner. Quand le muscle va dans les amplitudes qui est vraiment pas habitué d'aller, une des réponses, c'est d'ajouter des petites structures contractiles pour allonger le muscle, allonger le muscle. Mais ça, c'est une réponse qui ne dure que quelques semaines puis ne reviendra jamais, à moins que tu arrêtes de t'entraîner. Là. Fait que c'est juste une phase transitoire. Mais mettons, ma grand-mère, si je faisais un protocole d'étirement intense, elle aurait un peu d'hypertrophie. Puis là, je sais que ça, c'est un peu comme genre contraire. Oh, comme ouais, genre, non, non, mais Parce que le muscle déchire, ça se répare. légèrement, c'est puis ça. Ben, en fait, c'est qu'il y a du signalement au niveau de l'étirement. Et pour créer... Il faut qu'il y ait aussi une contraction. Tu sais, juste s'étirer, ça sera pas aussi efficace que s'étirer puis de faire une contraction musculaire parce que c'est la contraction qui crée certains des signalements pour le changement. Mais bref, là où je veux en venir, c'est s'étirer, ça devrait surtout être pour gagner en amplitude. Et donc, quand est-ce qu'on le fait? Avant, après, tout. Ben, si faut tu... se rapporter qu'on est dans le contexte de course à pied. C'est aussi. ça, exactement. Donc, tu sais. peut-être Fait- pour une gymnaste, un gymnaste. C'est ça. Ben, c'est là que je m'en allais. l'étirement, ça peut être comme très approprié Exact. d'avoir des séances d'étirement spécifiques C'est pour ça. ça. Tu sais, avec certaines des nageuses synchronisées qu'on a à l'INS, il faut qu'ils soient flexibles. Sinon, Oui, c'est ça ce va que- avoir l'air de Ça- rien dans la piscine, tu sais. Bon. Fait que donc, si ton sport aussi, ta tâche demande des grandes amplitudes, tu devrais t'y préparer avec un mix d'étirements
passif et dynamique. Fait que passif, c'est que tu tiens ta position, puis tu regardes en l'air, puis tu te questionnes sur ta vie. Puis dynamique, tu as des plus grandes amplitudes, puis c'est plus des gestes athlétiques. Là, comme, ça bouge, mais tu vas chercher une certaine amplitude. Exactement. Fait que ça, généralement, tu vas le faire avant si la tâche que tu t'en vas faire nécessite une grande amplitude. Après ça, si tu veux juste être plus ample au quotidien, c'est préférable de le faire à chaud après une séance parce que le muscle répond bien à la chaleur puis il va être plus malléable, on va dire, là, à être étiré. Donc, tu vas être dans des plus grandes amplitudes que si tu essaies de t'étirer à froid. Fait que donc, ton étirement va être plus efficace. Puis c'est la fin. OK. Puis pour toutes les autres raisons que tu voudrais t'étirer, ben, je dirais que c'est probablement de la perte de temps. OK. Ouais. OK, donc pour la course à pied, c'est généralement une perte de temps. Généralement. Donc, OK. on va le répéter une autre fois. Ouais. Le fait de s'étirer avant une course à pied, avant un entraînement, après, mais donc, dans un contexte de course à pied, ça ne sert pas à grand-chose, Pas sauf grand-chose. tuer des secondes. Si tu as besoin de réfléchir sur ta vie, tu as besoin d'un espace pour ça. Puis tu sais, des fois aussi, c'est comme ça que les gens gèrent leur stress pré-course. Tu sais, Ah, mettons, au oui, moment souvent. d'un événement, tu sais, C'est tu vas jamais dynamique. t'étirer de toute l'année avant tous tes trainings, mais au moment de la course, t'es comme, ah, mais là, tout le monde le fait, on va le faire moi avec. Tu sais. C'est comme tellement- une gestion Ouais, de ta ouais, vie, là, de tes tellement émotions. tu sais. vrai. Mais tu sais, une chose que je dirais, par contre, c'est il y a moyen de faire des gestes qui ressemblent à des étirements qui sont beaucoup plus pertinents, qui vont tomber dans la catégorie de la mobilité Ouais. pour préparer les articulations à ce qui s'en vient, puis peut-être même voir agir comme une certaine forme d'échauffement général avant la tâche de course à pied qui va commencer. Mobilité, activation des muscles qui vont être sollicités pour l'effort. Exact. On ces ne tient pas choses-là. les positions trop longtemps, quelques secondes à peine. On fait un geste et son inverse. On fait plusieurs répétitions dans des gestes qui ressemblent à la tâche qu'on s'en va faire. Tu sais, pensez à, mettons, des nageurs là, aux Olympiques, là, on les a vus dernièrement, là, les grands mouvements de bras, les claques, le chest, là, puis tout. Là, tu sais, ce genre de geste-là est beaucoup plus préparatoire que juste tenir, mettons, un étirement du pec là, dans le cadre de porte là, pour un Comprends. nageur, disons. Tu sais. Parce que c'est beaucoup plus actif, puis ça amène du sang, puis ça amène une certaine forme d'éveil, autant cognitif que physique. Là, tu sais. C'est bien ça. Ah, ça? Ouais. Là, on l'a comme brièvement mentionné, mais on pourrait y revenir tant qu'à être dans l'aspect, on dirait un peu plus prévention des blessures. Est-ce que c'est dangereux de commencer la course à pied pour quelqu'un qui a un poids plus élevé? Ben, je vais juste dire non. Ça, on Puis l'entend des même fois. Là. que c'est moins pire de commencer la course à pied pour quelqu'un qui est en surpoids que quelqu'un qui a un poids qui dit normal. Puis là, je mets des gros guillemets Oui, pour mais pas oui, poser oui. là, de... Ouais, faut pas définition poser de là, l'IMC, C'est mais- de la santé publique. Hein, Ben donc voilà, t'as besoin de mettre les guillemets. Exactement. Ouais. Sauf que d'un point de vue de classification du poids corporel dans des études scientifiques, on n'a pas vraiment d'autres outils que Non, l'IMC. non. Fait que ça serait la défense de l'IMC que je Mais ferais c'est en ce puis c'est moment. tu très sais. correct pour IMC, indice de masse corporelle. On va Exactement. Une ça. parenthèse, c'est très correct pour le type d'études qu'on fait, Exact. qui sont des études populationnelles. Donc, on regarde en moyenne dans les populations, mais l'IMC ou le poids sur la balance n'est pas un indicateur suffisant au niveau individuel Exact. pour dire si tu es en santé Exact. ou si tu peux courir ou ne pas courir. Exact. Donc, Très, très belle parenthèse. Très, très important. J'aurais pas fait mieux. parfait, je vais avoir une question de même à ma soutenance de thèse. Super. Et donc, d'un point de vue populationnel, donc ma réponse, c'est ce que les études montrent. Je m'étais jamais vraiment attardé à ce point-là, fait que j'étais content d'avoir la question pour aller voir ce que la littérature disait, c'est que, en général, quelqu'un qui a un surpoids, qui a un IMC, mettons, entre 25 et 30 ou 30 à 35, si on veut définir ça un petit peu plus tard, va généralement prendre des plus petits pas, va courir moins vite et donc les forces qui reviennent dans son corps à chaque impact sont moins grandes que quelqu'un qui court plus vite avec des plus grands pas et une cadence plus élevée, par exemple. Tu sais. Donc, en général, c'est plus sécuritaire de courir lentement avec des plus petits pas puis une cadence de pas plus élevée que l'inverse. Des grands pas avec des grands impacts puis courir très vite. J'ai fait comme les deux parallèles. Ouais. Fait que donc, quelqu'un qui court avec un surpoids va souvent être en certaine forme d'inefficacité gestuelle parce que un petit peu moins fort physiquement ou un petit peu plus limité dans ses amplitudes. Donc, la course va être un petit peu plus sécuritaire que quelqu'un qui a sa pleine amplitude, très léger, donc il peut se déplacer plus rapidement et donc les impacts au sol vont être plus grands. Tu sais. Fait que ça, c'est une partie de la réponse. Ouais. Après ça, l'autre partie de la réponse, c'est peut-être pas. Parce que si on est en surpoids,
peut-être, mais peut-être pas, mais peut-être qu'on a d'autres conditions de santé qui vont peut-être rendre la pratique de l'activité physique un petit peu plus difficile, ou si le surpoids a été créé par une très, très grande sédentarité, bien là, les tissus sont pas prêts à tolérer ça. Donc, il faut appliquer les mêmes principes de surcharge progressive que quelqu'un qui a un IMC normal, sauf qu'on va peut-être appliquer un facteur de correction ou de sécurité, disons, encore plus grand. Encore plus de fractionnés, encore plus d'activités de cross-training qu'on appelle. Donc, plutôt que de juste penser à la course à pied, faire de la nage, faire du vélo, faire d'autres types d'activités. Puis, c'est important aussi de se souvenir que lorsqu'on transporte une charge corporelle plus grande, on est inefficace dans beaucoup d'autres tâches. Monter des marches, se lever d'une chaise, marcher à une certaine vitesse. Tout coûte plus cher avec un surpoids. Donc, on est facilement dans des intensités relatives beaucoup plus élevées pour quelqu'un en surpoids que quelqu'un qui a un poids normal. Fait que d'un point de vue entraîneur ou même juste athlète pour la personne qui commence à courir, il faut avoir une certaine forme d'empathie et de patience en ce qui concerne l'activité physique parce que ça coûte plus cher et c'est plus demandant, même si visuellement, ça n'a pas l'air si pire en termes de vitesse de déplacement. Là, je vais faire ma parenthèse aussi, santé publique, puis aussi personne qui fait beaucoup de sensibilisation face à la grossophobie. Une personne avec un poids plus élevé peut être en meilleure forme cardio-respiratoire qu'une personne à un poids normal. Puis, je pense qu'il faut pas assumer qu'une personne qui a un poids plus élevé, c'est parce qu'elle bouge pas. Il y a plein de facteurs, là, mais je veux quand même prendre le temps de le nommer. C'est pour ça que j'ai mis les petits... Tu mentionnais sédentarité tout à l'heure, puis c'est différent d'être physiquement inactif aussi, dans le sens que moi, je suis une personne hautement sédentaire de par mon travail, du fait que je travaille 8 à 9 heures par jour devant un ordinateur, mais je suis aussi 2 à 3 heures de sport par jour, donc je suis physiquement actif. Ce sont des concepts différents. Puis ces concepts-là s'appliquent de manière indépendante à l'IMC ou au poids sur la balance. Je veux dire, on peut être sédentaire puis avoir un poids considéré normal. Une personne peut être très active puis peu sédentaire puis avoir un poids aussi plus élevé que la normale. Donc, il faut faire attention avec ces concepts-là aussi. Puis, Tout à fait. Puis dans mes notes d'entrevue, ce que j'avais noté, c'était il faut pas voir l'activité physique comme un vecteur de perte de poids. Le sport et l'activité physique devraient parce être que faits les études le montrent de toute manière. Vraiment, c'est une forte composante génétique. L'activité physique est un petit contributeur à ça. Et le corps met en place plusieurs mécanismes pour rester efficace dans la manière qu'il va gérer son allocation, comment il distribue les calories là, dans ses différents composantes là, et tâches physiologiques. Et il y a plein de mécanismes qui font en sorte qu'on va devenir plus économe à la longue pour brûler moins de calories par unité de temps afin de juste se préserver. Fait que le sport ne devrait pas être vu comme stratégie de perte de poids, mais beaucoup plus comme vecteur pour une santé holistique positive. Puis exactement. Après ça, si ça donne que ça amène que tu perds du poids, cardio-respiratoire, whatever. Exactement. L'objectif de perte de poids, c'est pas quelque chose qui devrait être recherché par des diètes extrêmes ou des... Ou des régimes d'activité phisique intenses. Là. J'aime le petit bémol qu'on apporte ici. Donc, grosso modo, peu importe le poids, on peut courir. OK? Il faut le faire. Faut juste, ça revient tout le temps à la même notion qu'on disait dès le départ. Il faut être conscient de où on part, puis peut-être y aller des fois de manière plus progressive, faire un peu plus attention à comment on augmente notre charge d'entraînement au fil du temps, etc. Puis dans le doute, je pense qu'il y a des spécialistes qui existent, qui s'appellent des kinésiologues. Il y en a un devant nous en ce moment, je pense. Il gagnerait à être popularisé au Québec. Peut-être l'accès devrait être facilité aussi, à mon avis, mais bon, ça, c'est... Oui, ça, c'est un grand débat. Là, puis ça, c'est peut-être une parenthèse, là, mais tu sais, remboursement d'assurance et popularisation. Puis un des problèmes à ça, puis c'est pas juste la faute des assureurs, c'est que tu peux te nommer coach sans aucune... aucun background, sans aucune certification. Puis il y a une grande différence entre un kinésiologue puis un coach. Puis aussi, en général, je vais toujours donner le bénéfice du doute à quelqu'un qui a des études, mais il y a aussi beaucoup de composantes expérientielles avec l'entraînement. Fait que c'est pas vrai que c'est juste parce que tu es à l'université que tu vas être un bon coach. C'est super faux. Là, tu peux jamais avoir pris de cours puis être un excellent coach. Fait que je veux pas bâcher sur le monde. C'est juste...
ça prend un pont entre Ouais. la science et la pratique. Puis c'est pas parce que tu l'as fait que tu le comprends, puis c'est pas parce que tu l'as fait que tu peux l'appliquer à d'autres. Mais en général, c'est une zone floue, puis c'est pour ça que peut-être la profession de kinésiologue est un petit peu moins reconnue qu'elle pourrait l'être, à cause de justement ce diagramme de veine-là. Ben, je l'ai fait ou je l'ai vécu, ou je peux l'enseigner facilement, tu sais. C'est quand même un domaine assez récent aussi, dans le sens ça date pas d'hier qu'on étudie l'activité physique. Non, mais la terme science de kinésiologue kinésiologie est assez récent. Là. Ah, les gens, quand t'sais. je dis que mon copain est kinésiologue, ça va être kiné quoi? Kinésithérapeute, genre, c'est lui qui qui... parle le mouvement, ouais. puis il y a une définition qui est différente en France aussi. Ah, ben oui, qui est différente en je France, ouais. crois, Mais ne entre la concorde parole. pas nécessairement avec le kinésiologue ici au Non, Québec. exact. Donc ça aussi, ça contribue Fait que à... peut-être donc c'est un bon moment pour dire vas-y. qu'est-ce que ça fait un kinésiologue. Ouais, vas-y. Moi, C'est ce qu'on aurait dû faire C'est au peut-être là début. qu'on aurait dû on aurait dû commencer Mais mettons, là-dessus. un kinésiologue, c'est le professionnel de l'activité physique qui utilise le mouvement à des fins de thérapie, de prévention et de performance. Ouais. Fait que donc, on utilise le sport, le geste, l'activité physique pour que les gens se sentent mieux, qu'ils soient en meilleure santé, qu'ils soient plus heureux biochimiquement, on va dire. Ouais. tu sais. Puis juste de guérir certains pépins biomécaniques. Puis on travaille de concert avec des physios, avec des médecins, avec des nutritionnistes. C'est J'adore cool, la ça, kinésiologie, c'est mais cool. moi, je suis un vendu. J'ai étudié là-dedans parce que j'étais intéressé. Puis finalement, je me suis retrouvé en santé publique. Ouais. Mais, Mais c'est pas très loin de la kin. quand Non, même. non, Ouais, je suis tout à quand fait. même pas trop loin. C'est juste, je voulais pas refaire un deuxième bac. Ça se comprend. Mais pendant qu'on parle de kinésiologie, t'es quand même un expert de l'activité physique, on vient juste de le dire. Ouais. Le nombre de pas par jour. Souvent, c'est proche à la Là, course en moi, marche. j'ai été surpris. En tout cas, je connaissais pas ça. Je m'étais jamais vraiment attardé à ça. Mais même dans mes études en kin, je me souviens qu'on nous disait ça, le 8000 à 10 000 pas Ouais. par Ouais. jour. C'est ça l'objectif. Ouais. Puis quand j'étais allé lire sur le sujet pour préparer le dossier de recherche, il y avait comme une étude qui disait ouais, mais ça vient de l'invention du premier podomètre. du podomètre. Ouais. Le premier podomètre qui est inventé, ils ont dit vous allez pouvoir suivre vos pas. Puis arbitrairement, ils ont dit 10 000 pas, c'est Tout à fait. l'objectif. Ouais. Puis depuis, on vit avec C'est les un 10 beau 000 chiffron, pas. là. Ouais, C'est super beau. séduisant. Ah, c'est beau, ça. Mais quand Ouais. je regarde la recherche, il semble y avoir vraiment juste une corrélation dose-réponse avec plein de outcomes de santé. C'est le genre d'affaire qui a c'est- comme commencé pour une mauvaise raison, puis qui s'est confirmé avec Ouais. la science. Ouais. C'est quand même assez intéressant. C'est vrai, fou, ça. pareil, Ouais. ça. Ouais. Mais reste néanmoins qu'on n'aurait peut-être pas, pour maintenir la santé ou améliorer notre santé, on n'aurait peut-être pas besoin de cibler nécessairement le 10 000 pas par jour. On pourrait à 6 000, 7 000, ça pourrait être suffisant aussi. Donc, j'aimerais ça entendre Ouais. ton input là-dessus. Moi, tant qu'à moi, plus tu marches, mieux c'est. Mais Ouais. Tu sais, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, c'est pas comme t'es un échec jusqu'à ce que tu sois à 10 000. Tu sais, c'est comme une tu sais, Ouais, c'est il y a ça. rien de magique Ouais. à 10 001 qui se passe pas à 9 999. Là, on s'entend, là? Makes sense. Donc, tu l'as dit, c'est une bonne dose réponse. Tout à fait. Plus tu es actif au quotidien, plus c'est corrélé et non pas causal. Plus c'est Non, corrélé à des bénéfices santé mesurables, là, tu sais, tension Hypertension, artérielle, c'est ça. résistance à l'insuline. Tu sais, bon, il y a des aspects de santé publique qui sont confirmés par un niveau d'activité physique journalier, là, tu sais, il y a un nombre de intéressant. pas journaliers intéressants. Exactement, tu sais, puis j'ai dû m'y intéresser pour d'autres petits dossiers là, dans ma vie, puis moi, ça m'a vraiment choqué, mais comme choqué positivement, que ça avait commencé par du marketing, puis ça avait fini comme une recommandation normale, là, tu sais, Finalement, comme les études ont presque quand même montré souhaitable, tu sais, ça, exact. tu sais, mais- Ouais. Mais tu sais, fait que donc, c'est pour dire que c'est bien à avoir ça en tête, mais tu l'as très bien Faut pas dit que ça devienne tantôt. maladif. Non, c'est Entre ça. autres, mais aussi, tu as parlé de la distinction entre sédentaire, physiquement actif, Oui, et oui, la c'est important. distribution de ta dépense calorique dans la journée. Tu sais, si tu fais 10 heures au bureau, assis, tu sais, sans bouger, puis tu fais 2 heures de course à pied, tu risques d'être en santé, tu risques d'avoir tu sais, des profils sanguins adéquats parce que tu es physiquement actif. Tu sais. Mais est-ce qu'il y aurait une manière de distribuer ta dépense calorique différemment dans la journée pour avoir une moyenne ou une aire sur la courbe plus positive en ce qui concerne ta dépense calorique? Peut-être. Puis est-ce que ça va être associé à des meilleurs outcomes ou des meilleurs bénéfices santé? Peut-être, mais peut-être pas. C'est un peu tricky de faire le pont entre la dépense
non sportive là, de calories puis de pas. Tu sais, mettons, se rendre au travail à pied versus en métro versus en char, y aller en vélo versus y aller à pied versus... tu sais, l'aspect de transport est une opportunité facile pour cumuler plus de pas, mais en fonction de ce que tu fais le reste de la journée, est-ce que tu as un travail qui est très, très physiquement actif? Mettons, je pense à vidangeur. C'est quasiment un job idéal d'un point de vue activité physique. Tu es dehors, tu as énormément de pas à faire, tu as une composante musculaire de charrier des charges. Puis, fait que donc ça, c'est super. Facteur, c'est super. Mais est-ce que tu es en meilleure santé que quelqu'un qui travaille au bureau, mais qui fait après ça faire 6 fois 1 heure d'activité intense dans la semaine? C'est rendu là que la comparaison est difficile à faire, mais je trouve juste ça cool qu'on ait un petit chiffre magique, entre guillemets, à viser pour juste une santé générale accessible. Mais c'est important de comprendre que c'est insuffisant de juste marcher 10 000 pas par jour pour se dire qu'on a atteint tous nos bénéfices santé que le sport peut nous amener. Là, il y a des recommandations de toute manière sur le mouvement sur 24 heures. Exact. Qui comprennent également le sommeil. Ouais. Donc, quand même, c'est intéressant. Tu veux-tu nous en dire plus sur Je les connais pas, les recommandations sur 24 heures. Je connais juste les recommandations hebdomadaires. Sur 150 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par semaine. Exactement. Avec au moins 2 séances d'entraînement en résistance par semaine. Exact. Fait que ça, c'est comme la base pour être en santé, là, puis là, encore une fois, je mets plusieurs guillemets, tu sais. Mais si tu veux y aller sur les recommandations sur 24 heures... pas dans les détails. Moi, ma connaissance, moi aussi, c'est sur une semaine. Je suis sur 24 heures, ils l'ont juste résumé en 24 heures. Grosso modo, c'est de moins de 2 heures ou 3 heures d'écran récréationnel par jour. OK, je suis content qu'il ait mis récréationnel. Parce que le travail... Parce que le travail, ça serait impossible, mais c'est vraiment le temps que tu passes sur ton cellulaire, sur tes jeux vidéo, etc. Donc, moins de 3 heures par jour, si je me trompe pas. Au niveau de l'activité physique, je me souviens plus exactement dans la journée. Mais tu sais, on dit de bouger le plus possible, de dormir entre 7 et 9 heures la nuit. C'est quelque chose que j'oublie. Puis c'est ça, il y avait l'entraînement en résistance qui était une composante importante aussi. Réduire le temps assis ou couché. Mais ça, c'est pas le temps lorsqu'on dort, mais lorsqu'on ne dort pas. Donc, réduire le temps assis ou couché au maximum. Des fois, c'est bon de... Tu te mets dans l'alarme de juste, ça fait 1 heure que je suis assis. Juste me lever, aller faire une coupe de pas, puis c'est ça. C'est même juste pour la santé oculaire. De changer le lieu. Je te dis ça tout à l'heure, 8 heures par jour, l'ordinateur. Moi, à chaque 45 minutes, je me lève. Je fais littéralement des push-ups, des setups dans mon bureau. Il faut que je fasse de quoi. Je suis trop hyperactif. Mais ils sont pas précises, les recommandations canadiennes. Elles sont disponibles en ligne si vous voulez aller les voir à la maison, juste pour vous assurer que j'ai pas dit trop d'enneries. Mais grosso modo, bouger, bien dormir, diminuer le temps assis ou coucher, là, où ce qu'on fait rien, puis le temps d'écran, bien évidemment, minimiser. Si on revient à la course à pied, quelques mythes que quelqu'un de nos amis nous a suggérés. Puis là, bon, encore une fois, j'ai hâte de voir si ça se place quelque part dans ta liste. Il faut-tu des bonnes chaussures pour faire du sport ou courir? Parce que, mon Dieu, que le marketing est agressif. Je dirais que si on a un point de vue myope sur la chose, absolument. Mais si on regarde d'un point de vue évolutif ou d'un point de vue culturel, pas du tout. Il y a des livres classiques là, de la course à pied, là, Born to Run, là, qui parlent de tribus au Mexique qui courent avec des godasses là, en cuir. Là, que c'est à des années-lumière, des super shoes en carbone. Puis ils font très bien. Il y a des Kenyans qui courent du pied. Il y a aussi, vous avez sûrement vu là, les Five Finger Shoes. Là, il y a une mode vers ça aussi, on dirait. Il y en a eu une, surtout là, comme 10 ans, là, exactement, le minimaliste. Fait, au sein des modes sur la course à pied et la chaussure en tant que telle, on a vu plusieurs choses. On a vu le minimalisme, on a vu les plaques de carbone apparaître, on a vu les juste le mot anglais, le stack, là, la quantité de coussins sous le pied, disons, là, de la semelle. Là, c'est gros comment. Maintenant, il y a des règles pour réguler à quel point tu as le droit à du coussinage. Fait que donc, en général, si on revient à une des premières choses que je vous ai dit dans le podcast, c'était que le corps est une machine adaptable. Mais si tu l'entraînes avec des souliers avec 40 mm de stack puis une plaque de carbone, il va s'habituer à courir ainsi. Si tu l'habitues à courir nu-pied, mettons qu'on court sur le gazon puis qu'on enlève la partie juste traumatique pour ta peau, il va s'habituer aussi. Fait que non, c'est pas vrai que sans souliers de haute performance, tu peux pas performer. C'est archi faux.
Après ça, je pense pas que je suis assez éduqué pour dire que les recommandations de kilométrage des compagnies de chaussures, c'est bidon. Mon instinct de kinésiologue dit que c'est bidon parce que tu commences avec un certain niveau de retour élastique sur ta chaussure, puis alors que tu continues à courir avec, tu perds ça progressivement, donc ton corps continue à s'adapter à ce contexte-là. Puis tant que ta chaussure est pas brisée, là, ou elle crée pas du frottement qui t'amène à des ampoules, à de l'inconfort ou du sang, je pense que ça va. Mais après ça, est-ce que je suis prêt à aller, mettons... je suis pas un expert de la chaussure. Dans un médium, enregistrer puis dire c'est absolument bidon, je le sais pas. Genre ici. Fait que je me garde une réserve, mettons, scientifique, mais mon instinct de professionnel de la santé, puis de l'avoir essayé. Mon expérience personnelle. Mon expérience personnelle aussi, j'ai couru avec des cheveux pendant 2-3 ans, puis je suis même encore chose, là. Moi, je suis sur un budget étudiant depuis 13 ans. Donc, les souliers à 400$, je peux pas en acheter aux 2 minutes. Là. Exact. Quand ils disent 180 heures, moi, 180 heures de course, ça va vite. Là. C'est quelques semaines tout au plus. Là, Donc, le take-home, le marketing autour des souliers, pour rester critique face à ça, il n'y a pas un type de soulier qui est forcément meilleur qu'un autre. Fait qu'on peut prendre la couleur qui nous intéresse. Oui, avec nuance peut-être, ou est-ce que, comme on parlait de course à pied sur c'est quoi le volume qu'on devrait faire, il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, un peu la même chose pour comment choisir sa chaussure. Je dirais que s'éloigner trop du profil que tu as présentement, c'est peut-être pas aussi... Ils ont une option de continuité, peut-être pas de faire un changement graduel. Tu peux peut-être acheter une chaussure qui est drastiquement éloignée de ce que tu as présentement, mais de bâtir l'habitude avec cette nouvelle chaussure-là, alors que tu continues avec ton ancienne ou un modèle qui est plus proche de ce que tu courais avec avant. C'est drôle ça. Il y avait le paradigme de la chaussure de course, là, parce que jadis, on disait qu'il n'y avait pas de blessure à la course, puis là, aujourd'hui, il y a c'était tellement un bon point. Il y a plein de blessures à la course. Ironie, hein? Puis là, les compagnies ont dit nous, depuis qu'on arrive avec nos chaussures, on diminue les blessures à la course grâce à nos chaussures. Puis là, ils montrent des stats, whatever, mais comme une dissonance qui existe là. Mais tu sais, jadis, il y a peut-être moins de gens qui couraient récréativement, ou du moins on documentait peut-être pas ces choses-là. Tu sais, deux choses là-dessus. Un, c'est dur de savoir quelle est la cause de la blessure en course à pied. Parce que des blessures en course à pied, ça arrive beaucoup, mais ça ne veut pas dire que la course à pied, c'est problématique. On a parlé de toutes les raisons qui font pourquoi ça peut être difficile. C'est que une des choses qui est difficile, c'est que le laps de temps entre l'application d'une charge d'entraînement qui est trop grande et l'apparition de la blessure n'est pas du tout instantanée. À moins de se virer une cheville sur le trottoir ou de se claquer un ischio quand tu sprintes, parce que là, tu sais totalement c'est quoi ton mécanisme de blessure. Quand tu as juste un petit affaire, ça gosse un peu, mais je pense que ça va, puis tu continues. Qu'est-ce qui t'a blessé vraiment? C'est-tu l'enchaînement de plusieurs mauvaises nuits de sommeil, mais que tu as gardé ton même volume de course, puis ton corps n'était pas capable de récupérer? Est-ce que c'est... Ça fait écho à ce qu'Alexis disait dans un autre balado qu'on a enregistré sur les douleurs chroniques. Là, on s'est appelé avant. C'est ça. mais c'est ça, fait que c'est super dur de mettre le doigt sur le mécanisme de blessure, ce qui fait qu'il y a un flou, donc, sur la cause exacte, et c'est ce qui fait qu'il y a certaines compagnies ou il y a certains, même thérapeutes ou professionnels de la santé qui rentrent dans ce flou-là exactement pour... Mais on associe tout le temps blessure physique à quelque chose de mécanique aussi, absolument. Exact. Mais tu viens de dire, le sommeil en est un. Parce que moi, je manges-tu suffisamment de calories par jour pour soutenir ta dépense énergétique si tu t'entraînes beaucoup? Tu peux penser que tu es correct, mais finalement, tu l'es pas. C'est difficile quand même de mettre le doigt sur des éléments qui sont multifactoriels. Un autre mythe, si je veux progresser en course à pied, il faut que je m'entraîne à des intensités très, très élevées, que je finisse toujours la langue à terre à la fin de tous mes entraînements. Je dirais que ça, c'est pas la pratique des athlètes de haut niveau. On entend beaucoup parler de la fameuse zone 2, tout ça. Haute intensité aussi. En fait, mettons, séparons les deux. En fait, on va faire comme 3 grandes catégories. Zone 2, c'est quoi, puis pourquoi, on va en parler. Haute intensité, on va en parler, puis après ça, comment structurer généralement son entraînement comme pour tout le monde. On y va, let's go. Zone 2. Ça vient de séparer des zones d'intensité pour être en mesure de parler le même langage. Fait que ces chiffres-là, plus ils sont élevés, plus c'est difficile. Fait que ça va généralement, selon les sports, 3, 5, 7, 8 zones, ça dépend de qui tu parles, mais classiquement, c'est à peu près 5 zones d'entraînement. Zone 1,
En ce moment, on est en zone 1, tous. Yeah! On est capable de se parler, c'est facile. Pas juste ça, mais aussi, tu sais, on est en deçà d'un niveau de stimulation nécessaire pour avoir quelconque gain cardiovasculaire. Après ça, zone 2, c'est là où est-ce que c'est ta zone d'endurance fondamentale, endurance de base, cardio, conversation pace, appelle ça comme tu veux. Tu as fait 8 heures là-dessus. Exactement, là, théoriquement. Théoriquement. Puis après ça, plus ça augmente en intensité, plus la durée que tu peux passer dans chacune de ces zones-là réduit, plus ça te coûte cher physiquement par unité de temps là, à être dans ces zones-là. Mais aussi, plus tes gains en termes de proportion de temps passé dans la zone sont grands. Fait que passer du temps en zone 4, en zone 5, tu n'y passes que quelques minutes, mais le signalement que ton corps va avoir d'avoir passé du temps dans ces zones-là est immense. Fait qu'il y a une pertinence à faire. Puis ces zones-là sont spécifiques à l'individu parce que toi puis moi, on n'a peut-être pas la même zone. Peut-être pas la même zone, exactement. D'un point de vue vue cardiaque puis respiratoire, en termes de pourcentage, ça se ressemble un petit peu plus, mais en termes de vitesse de déplacement, par exemple, ou de puissance de pédalage, là, ça va être quand même plus différent en fonction de ton plafond puis mon plafond. Puis ton poids, mon poids aussi. Il y a un jeu là-dessus. Fait que bref, pour revenir à la zone 2... Tout le temps, c'est cuisses. Tu parles de mes cuisses. Moi, j'ai juste parlé de poids. Faut que j'aille faire des squats, là, voilà. Fait que donc, zone 2, c'est la zone où est-ce que tu peux passer beaucoup de temps. Et donc, ça répond un peu aussi à une mode de... C'est dans l'air du temps de faire beaucoup de zone 2, en partie parce que on peut mieux mesurer si on est dans notre bonne zone d'entraînement alors qu'on fait l'activité. Zone de fréquence cardiaque avec des cardiofréquencemètres, lactatémie avec des petits dispositifs là, portables pour savoir est-ce qu'on est dans notre zone d'intensité ciblée. Et ça fait aussi du chemin sur la très grande mode de haute intensité qu'il y a eu à peu près 10 ans. Fait qu'on est juste dans le swing du pendule. Là, mais toutes les zones de travail sont importantes et chaque zone de travail amène son lot d'adaptation qui est à la fois similaire dans toutes les zones, mais aussi spécifique à sa zone en particulier. Fait que pour améliorer ta performance sportive, tu dois couvrir toutes les zones. Pour améliorer ta performance métabolique ou juste d'être en bonne santé, tu pourrais juste faire de la zone 2 puis tu serais bien correct. Là, donc, tu n'es pas obligé de te défoncer à l'entraînement pour juste être un humain en santé heureux. Mais si tu cherches à avoir la meilleure performance sportive, bien là, tu dois être un petit peu plus stratégique sur où est-ce que tu y passes. Fait que là, je vous avais promis qu'on parlerait de zone 2, qu'on parlerait d'intensité, puis après ça, on parlerait de comment on distribue la semaine. Bien là, c'est là qu'on y arrive. On ne devrait pas faire de la haute intensité à tous les entraînements. D'abord parce que ça coûte cher, psychologiquement, physiquement, pour nos structures aussi. Si on parle de course à pied, travailler en zone 4-5, c'est une vitesse de déplacement conséquente. On court vite. Là, fait l'impact sur tes structures est non négligeable. Et si tu fais ça tous les jours, ta capacité de récupération est peut-être menacée, puis ton volume d'entraînement à cette intensité-là est trop grand pour ce que ton corps peut tolérer, puis à un moment donné, tu vas te blesser. Fait qu'une manière de gérer ça, c'est de faire parfois de la haute intensité, puis parfois faire des entraînements exclusivement de basse intensité, mettons, en zone 2. Ou est-ce que là, tu vas avoir, mettons, le lundi, un entraînement en zone 4-5, puis après ça, le mardi, mercredi, ça va être zone 2, zone 3, mettons. Puis le jeudi ou le vendredi, tu vas revenir à ton entraînement 4-5 parce que tu as donné 3, 4, 5 jours de repos à ton corps sans aller dans ces zones d'intensité-là. Puis ça, c'est conséquent avec comment les athlètes de haut niveau s'entraînent. Ils vont faire une majeure partie de leur travail en basse intensité. Puis quelques fois par semaine, ils vont aller dans de la haute intensité, mais quand ils vont sérieusement. Puis le reste du temps, ils respectent la haute intensité en restant loin, en permettant au corps de récupérer et en développant la machine métabolique pour bien bénéficier du travail à haute intensité. En règle générale, le travail en basse intensité développe, mettons, tes petites usines à énergie, tes mitochondries. Tu vas multiplier ta quantité de mitochondries, généralement à basse intensité. Puis en haute intensité, tu vas plutôt leur apprendre à travailler à plus haut régime. Tu vas pas nécessairement en créer plus, mais tu vas avoir un rythme de travail qui est plus élevé pour que tu optimises la machine que tu as déjà. Fait que c'est plus comme développement zone 2 puis optimisation de ce que tu as zone 4-5 pour faire de quoi de très, très grossier, là, mais qui est quand même une manière de séparer son entraînement qui est plutôt répandue dans le monde. J'adore les précisions, la nuance. il y a des zones de mode. C'est fou quand même. Hein, non, mais c'est fou. Tu l'as dit, la haute intensité, j'ai l'impression, il y a 5-6 ans, c'était juste de ça qu'on parlait. Tu finis avec le sang dans la bouche tout le temps. Le zone 2, mais ça fait beaucoup plus de sens de dire on travaille
du moins en performance sur toutes les zones. Ouais. Quand on regarde, par exemple, un cycle de compétition, tu veux arriver à ta compétition à ton maximum. Tu veux créer justement de l'adaptation pour t'améliorer au fil du temps, mais tu peux pas t'épuiser constamment. Mais non, tu n'arriveras jamais à ta compétition au maximum. Exact. Il faut que tu balances un peu ces choses-là. En tout cas, pour moi, on dirait que ça fait du sens. Mais moi, je me souviens que ça m'avait choqué. On dirait que c'était comme contre-intuitif de me dire, fait qu'il faut que je pédale plus lentement, faut que je cours plus lentement pour que ça brise le cerveau des gens. Non, mais là. ça, on dirait, Ouais. si je finissais, j'étais comme, voyons, ça a été relax comme entraînement, puis de me dire, non, ça va t'aider à pousser plus fort après. C'est parce qu'il y a plein d'affaires qu'il faut déconstruire. Ouais. Tu sais, c'est pas parce que t'es pas mort de ton entraînement qu'il s'est rien passé. Ça, c'est vrai en cardio, c'est vrai en muscu. Ouais. C'est pas Ouais. vrai qu'en C'est muscu, il faut que tu tellement sois vrai. raqué après tous La tes vieille entraînements. mentalité au C'est gym, pas il vrai. faut que ça fasse mal. Exactement, c'est super Ouais, faux. ouais. tu sais. Ouais. Fait que ça, de un. De deux, on parle aussi beaucoup de ultra-distance et tout. Ouais. Fait que ça fit dans la mode de la zone 2, tu sais. Mais là où ça brise le cerveau des gens, c'est que tu peux faire de la basse intensité puis améliorer ta vitesse à haute intensité fou, ça. sans jamais toucher à ta haute intensité. C'est comme... Ça pète le Ah cerveau. ouais, ça, c'est... Je ne peux pas comprendre cette information. C'est tu sais. vrai que ça- Ouais. Mais c'est démontré, puis c'est vrai, tu sais. À condition d'être dans les bonnes zones Ouais. de travail, puis d'en faire suffisamment. Tu sais, t'as beau faire 5 minutes de zone 2, 5 fois par semaine, ça sera pas suffisant. Tu sais, Et ça prend des volumes conséquents, tu sais. Puis ça, justement, pour les fameuses zones, on a dit Ouais. que c'est un peu propre à chacun. Ça, on dirait Ouais. que c'est aussi beaucoup dans l'air du temps la mode d'aller faire les fameux tests de Ouais, lactate et ouais. tout. Moi, mettons, j'ai une Garmin, là, puis Ouais. pas la Forerunner, là, j'ai vraiment genre Vivo Active, genre de Tu base. pourrais avoir juste un chronomètre, puis t'aurais toutes les Oui, informations mais c'est nécessaires. ça. ouais, ouais. Non, mais ça, c'est bon aussi de parler de tous les nouveaux gadgets. Fait que, tu sais, moi, Garmin, selon la fréquence maximale que j'ai tapée à un moment donné, elle m'a comme mis mes petites zones. Ouais. C'est correct si je continue avec C'est ça? correct. Tu sais, C'est- je suis une ouais. athlète qui aime pousser, mais pas, je vis pas de mon sport. Exact. C'est correct. En général, c'est correct. tu sais. Ouais. Puis après ça, tu pourrais trouver les réponses toi-même, tu sais, sans besoin... Mettons que tu veux savoir tes zones. Exactement. Ouais. Tu sais, tu pourrais faire plusieurs choses. D'abord, la zone 2, c'est souvent délimité par un certain niveau d'essoufflement où est-ce Ouais. que tu peux généralement plus difficilement maintenir une conversation. Tu peux quand même parler, mais tu n'auras pas envie de faire des phrases élaborées, puis là, de faire des beaux marqueurs de relation, puis pas vraiment prendre ton souffle entre tes mots. Tu sais, Ouais. ça va comme devenir un petit peu saccadé à la fin de ta zone 2. Tu sais, fait que niveau de perception d'effort sur 10, 2 à 4, 2 à 4,5 à peu près, là, ça, c'est ta zone 2. Zone 3, t'es comme à 5, 6 sur 10. Zone 4, 7, 8 sur 10. Puis après ça, zone 5, 9, 10 sur 10. Là, tu parles pas, là. Là, tu fais des signes ou des expressions faciales où tu fais des grognements, genre, tu sais. Mais puis c'est aussi le temps que tu peux y passer dans chacune des autres qui change. Puis si tu veux déterminer tes zones, tu peux, mettons qu'on parle de course à pied, tu passes sur le tapis roulant à une vitesse, mettons, qui est juste un petit peu plus vite que de la marche. Puis tu fais ça pour 3 minutes. Puis après ça, tu augmentes de 1 km/h. Tu fais ça pour 3 minutes. 1 km/h. Jusqu'à épuisement. OK. Idéalement, ça durerait de 12 à 15 minutes, ce test-là, mais si tu sais pas d'où tu passes, ça se peut que ça dure 25 minutes, puis c'est pas la fin du monde. Mais le dernier palier que tu vas compléter, c'est à peu près ta vitesse aérobie maximale, la vitesse où est-ce que tu utilises un maximum d'oxygène. Et tu peux dériver cette vitesse-là à la baisse pour déterminer toutes tes zones avec des certains pourcentages qui existent. Fait qu'un seul test maximal, progressif, peut te donner ton plafond, puis après ça, de là, tu travailles à l'envers pour déterminer tes zones. Puis j'ai aimé la petite aparté que tu as fait sur le fait que techniquement, je pourrais juste avoir besoin d'un chronomètre parce Oui. que ça, mes amis se sont remis à la course aussi. Tout de suite, sont allés s'acheter La les montre à gros. 1000 piastres, Ben, là. peut-être pas à 1000 piastres, Ouais, mais tu sais, la montre Garmin qui te suggère des programmes d'entraînement. Tu sais, j'ai des clients en nutrition qui me parlent, tu sais, qui utilisent l'application Runa. Donc, OK. puis ma belle-sœur m'avait parlé d'une appli où c'était, je pense, From Couch to 5K, fait que du divan à 5 km, tu sais, mais c'est un programme qui était fait genre sur 4 semaines, Et tu sais. là. Fait que c'est quoi ton take par rapport tu sais, parce que c'est aussi les gadgets, là, on parle de la course à pied, c'est un sport à la base, t'as besoin d'une paire de baskets puis that's it. Mais là, t'as tellement de gadgets qui embarquent. Moi, je cours pas de musique, pas de montre. Oui, mais tout toi, le temps, tu sais. t'es un vieux schnock. Non, mais mon point, c'est que je trouve ça intéressant parce que tu apprends à te connaître comme coureur. Oui. Je peux te dire exactement la vitesse à laquelle je cours quand je cours. Parce que je cours des fois avec ma montre aussi, là, mais Évidemment, sinon tu pourrais pas le je dire. pourrais pas le Non, dire, mais exact. tu sais, c'est venu sur le tard. Mais j'aime ça des fois partir, puis tu sais, je m'écoute, j'écoute mon cœur, je suis dans ma tête, puis je me connais mieux comme coureur, je crois, à cause de ça, parce que je me déconnecte justement de tous ces outils-là. Ouais. Il y a Tu sais, tellement je pense de gens qui font que- ça, là. Ouais. Mettons, mon opinion personnelle ne compte pas Ouais, c'est ça. dans ce cas-ci. Tu sais, parce que ce que je veux dire, c'est
whatever works. Là, Ouais, c'est comme, on est dans une époque où est-ce que être physiquement actif, ça peut être difficile, où est-ce que tu as des défis de sédentarité du quotidien. Tout est plus facile maintenant. Toutes les avancées technologiques nous facilitent la vie et nous sédentarisent, on va dire. Fait que n'importe quoi qui rend les gens actifs, je vais pas être contre. tout ce qui nous philosophiquement, encourage, là, si ça a besoin de la montre, si ça te fait plaisir une nouvelle paire de chaussures, si t'inscrire à, je sais pas, une course, même si t'es pas prêt, ça va te rendre plus actif, fine, fais-le, tu sais. Mais après ça, il y a du bon et du mauvais à chaque chose. Je suis pas contre les algorithmes parce que ça te permet de comprendre qu'il va y avoir des journées plus dures, des journées plus faciles. Puis bon, ça te fait comprendre aussi que tu as des marqueurs physiologiques qui peuvent te permettre de mieux te comprendre. Fait que peut-être que ça va t'intéresser plus à OK, ben là, si j'ai une mauvaise nuit de sommeil ou si je bois de l'alcool avant d'aller me coucher, ma fréquence cardiaque au réveil est différente. Fait que là, ça va te amener dans une optique où est-ce que tes habitudes de vie vont être de plus en plus santé ou de plus en plus axées vers la performance. Puis ça, c'est correct. Fait que je veux pas porter de jugement, je veux pas shamer la tendance technologique ou la tendance grégaire de la course à pied, de faire ça en groupe ou de se comparer ou de toujours être un peu dans une course vers avoir la meilleure patente, là, ou le style. King of the Hill, le segment Strava, peu importe. Si ça te motive, go. Après ça, dans mon opinion personnelle, j'ai des pensées qui sont similaires à toi, Kev, sur pas avoir de musique, puis de se connecter au moment, puis d'être un petit peu plus dans le mindfulness, mais d'aussi avoir des moments où est-ce que tu es dans la performance, puis tu utilises le sport comme vecteur d'amélioration personnelle. Il y a une sous-composante au sport pour chaque personne. Faites juste la trouver, puis ayez du fun là-dedans. C'est le cool, plus important. J'aime ça. Bon, on va changer un petit peu, parce que là, on était dans les mythes qu'on s'était fait proposer, mais on a reçu beaucoup de questions du public. Ouais. Une question que je trouve intéressante, c'est à quel point prendre la masse musculaire peut ou va vraiment affecter nos performances lors de sports d'endurance. Puis là, tu vois, j'imagine Hulk Hogan qui court un marathon. Je me dis ça, c'est-tu trop? C'est peut-être pas ce qui va faire de lui un champion olympique, mais il va être sûrement en mesure de compléter son marathon Hulk s'il est suffisamment entraîné. T'sais. C'est vrai que le sport d'endurance a une composante relative en lien avec ton poids. Puis quand je parle de relatif, c'est ta performance, mettons, aérobie ou de déplacement maximal qui va être conditionnée par le poids de ton corps. Surtout lorsque tu as à battre la gravité. Fait que, mettons, on pense à en trail, lorsque tu dois monter une montagne, ou en vélo, lorsque tu montes un col, plus tu es lourd et plus tu dois traîner cette masse-là en haut. Fait que, c'est associé à une dépense énergétique plus grande de 1. Et de 2, ça vient créer, mettons, je recule d'une phrase, quand on parle de VO2 max, ça vient qu'un certain chiffre. Là, ou quand on parle d'une puissance aérobie maximale, ça vient qu'un certain chiffre qui va être divisé par ton poids corporel. Donc, le dénominateur, c'est bien ça, le chiffre du bas. Je revois mes fractions du primaire. Le dénominateur, le chiffre d'en dessous dans ta division, plus il est grand, plus ça divise ton plafond maximal aérobie. Puis après ça, dans certaines tâches, on peut comparer des gens entre eux juste avec ces chiffres-là puis dire qui va gagner à monter la côte. Un certain nombre de watts par kilo ou un certain nombre de millilitres d'O2 par kilogramme de consommation d'oxygène va gagner. C'est presque sûr. Fait que c'est donc d'avoir un meilleur ratio possible. Mais cela dit, on peut faire les calculs sur, mettons, qu'est-ce que prendre 5 kilos te donnerait comme différence au niveau de ton VO2 ou au niveau de tes performances maximales. Puis le coût est pas si grand que ça. C'est beaucoup de kilos avant que ça commence à coûter cher. Tu parlais de mes quadriceps, mais ils sont pas toujours aidants, mes maudits quadriceps. En trail, je me fais clencher par mes amis. Quand on monte des côtes, je me fais tuer aussi. Pour vrai, là, mais tu sais, quand tu n'as pas besoin de battre la gravité, ça peut être avantageux. La masse musculaire, puis juste le poids corporel. Faire des critériums, faire de la course sur track, faire du vélo sur piste, faire même des tâches là, juste en musculation, évidemment, ça aide. Fait qu'il y a des raisons pourquoi d'avoir une plus grosse masse musculaire, ça peut être intéressant. T'sais. Puis il y a des aspects de longévité, il y a des aspects de juste fonction au quotidien qui sont supportés par la masse musculaire. Donc, en général, c'est plus protecteur que nuisible, la masse musculaire, sauf dans des tâches parce que tu as à combattre la gravité. Mais par contre, je dois dire,
Il faut aussi que tu traînes ce poids-là, même s'il n'y a pas de gravité. Ouais. Mettons sur un marathon, quelqu'un qui pèse 120 kilos versus quelqu'un qui pèse 80 kilos. Ouais. C'est une Puis j'aime masse, tout le temps nuancer aussi, tu sais, quand, mettons, j'ai des clients, des cyclistes qui me disent, tu sais, je veux perdre du poids pour améliorer mon ratio, Ouais. tu sais, watts par Ouais. kilo, ou tu sais, bon, un coureur, je veux peser moins pour Ouais. aller plus vite, Ouais. mais de penser après les changements que tu vas devoir faire dans ton quotidien, le déficit énergétique que tu vas venir créer, Ouais. est-ce que ça va avoir un impact plus négatif sur ta performance que si tu gardais le même poids? Je dirais que, tu sais, c'est beaucoup plus tricky dans ce sens-là, d'en perdre que d'en gagner. Ouais, Parce ouais. que d'en perdre t'exposes à des syndromes métaboliques perturbateurs très néfastes, là, en étant en manque d'énergie, Ouais. en res, là, en manque d'énergie dans le sport, ça peut être très problématique versus d'être en léger surplus pour peut-être gagner quelques grammes de masse musculaire. C'est même peut-être plus positif parce que tu seras pas en reds de 1, puis tu vas avoir de l'énergie pour tes trainings et tout. T'sais. Mais c'est vrai que plus léger, plus petit, tu vas plus vite. C'est ça, là. juste vrai. Ouais. C'est de la physique. Qu'est-ce que ça t'en coûte psychologiquement sur tes habitudes de vie, l'impact sur les gens autour de toi. Moi aussi, j'aime beaucoup le vélo. Puis quand je regarde les gens sur le tour, c'est comme ils sont aussi gros que la marionnette sur la table. Même les grimpeurs versus ceux qui font le sprint, ils ont des shapes vraiment différents. Ils ont des shapes quand même assez différents. Mais ils restent spécifiques tous petits en Ouais. général. Ouais. Là, Ouais. Comme t'as l'air bif à côté d'eux autres. Oh, là, ouais. Yeah! Tu vois? C'est possible! Mais Pogacar. Ouais, exactement. Mais ouais, c'est ça. Il y a peu d'arguments contre d'un point de vue physique. Ouais. Mais quand on se met à penser à L'aspect pratique. la mécanique de la chose, là, pour s'y rendre à un meilleur ratio de poids-puissance, qu'est-ce que ça t'en coûte? Ouais. Là, c'est une autre Il conversation. faut se rappeler qu'on n'est pas tout le temps dans un objectif de performance. performance, Non, mais exact. non, c'est pour le Ouais. fun. Si tu veux courir, on le dit, à tous les poids, c'est possible. Exact. Là, c'est comme tu le dis, c'est sûr que plus tu as une masse musculaire élevée, plus tu dois la traîner. Ça fait partie de la game. Donc Mais dans certains cas, ta masse musculaire te permet de générer de la puissance, aussi de générer C'est un bon, déplacement ça. qui est plus grand que quelqu'un qui a moins de masse musculaire. Ouais. Ça dépend juste de ton contexte. Ouais. Puis là, on parlait de nutrition un peu. On a eu la question à partir de quel moment est-il nécessaire de manger en course à pied? Ouais. Ça me dérange pas. on pourrait Ben, en tu faire me déranges on pas pourrait d'y en faire répondre, un mais- épisode. Mais- C'est ça, on peut en faire un épisode. J'ai quand même pris le temps d'aller voir les recommandations, tu sais. Puis je trouvais ça intéressant. En fait, veux-tu parler des recommandations générales? Ouais. Puis après ça, je te Oui, parlerai vas-y. d'une hypothèse ou en tout cas un Ouais. hot take que j'ai sur Ouais. la chose. Mais tu sais, évidemment, ça s'individualise selon chaque personne, mais règle générale, durant le premier 60 à 90 minutes, on n'a pas forcément besoin de manger. Notre corps va utiliser son glycogène, qui est la forme de stockage des glucides dans le corps, qu'on va avoir dans le foie, dans les muscles. Ça va aussi dépendre de ce qu'on a mangé avant, mais typiquement, c'est dans la fenêtre. Si l'activité est pour durer plus de 60 à 90 minutes, là, c'est là où on va commencer à manger. Quand on est autour de 90 minutes, ça va être dû à peu près 30 à 60 grammes de glucides par heure. Pour donner un exemple, 30 grammes de glucides, ce serait une banane, un gel, une pâte de fruits. Juste ça. Ben, attends, Ça continue. Attends, si tu fais juste 90 minutes, sure, mais essaie de gober ça pendant 6 heures. Je niaise. C'est Je rough. niaise, j'ai déjà eu cet Ouais. effet-là. Je Fait que sais, ça, c'est les recommandations générales. Puis là, Puis je tu veux-tu vais- parler de plus long, peut-être? Parce que je trouve ça intéressant, Oui, la oui, science oui. qui apparaît sur Ouais. 2 heures, Ouais, 3 parce que heures, maintenant, 4 je heures. regarde, Tu comprends ce que je veux dire? les vidéos recap des personnes qui font Ouais. des ultras, là, tu sais, comme... Ben, quand tu vas en haut- ça s'arrête, Ça y va, là. on mange Ouais. pas mal n'importe Ouais, quoi, ouais. puis let's go, Ouais. là. Mais quand justement, là, tu vas en haut de 2h30, là, on parle du 60 à 90 grammes à l'heure. Donc ça devient déjà un peu plus, pas mal plus intense. Puis là, on voit même apparaître pour les cyclistes du Tour de France du 120 grammes à l'heure. Puis là, tu sais, Ouais. c'est pas juste une fois 120 grammes, là, c'est 120 soutenu grammes sur fois plusieurs heures. 4-5 heures. Donc ça, c'est quelque chose qui s'entraîne de la Ouais. même façon qu'on va s'entraîner au niveau de la course à pied. Puis ça, c'est important autant pour avoir suffisamment d'énergie quand tu produis ton effort, mais également pour venir favoriser le fait de refaire ses réserves du fameux glycogène et favoriser la récupération musculaire après. Puis pas être trop en déficit dans le total. Oui, de ta exactement, journée, tu sais. exactement. La source du sucre
qui vient. Est-ce que bonbon versus un gel versus... Est-ce que ça a une certaine importance ou... Juste... Moi, ma mère dit, c'est dégueulasse que tu manges des bonbons sur tes rails de vélo de montagne. Tu diras, maman, t'essaieras de bon pour manger la du santé. quinoa. Ouais, c'est ça. Oh, C'est ça. Oh Pendant my que je cours, tu sais. Pointe-toi avec ton roast beef. là, Ouais. tu sais. Mais non, mais... Jusqu'à 60 grammes à l'heure, tu sais, c'est du glucose. Là. Fait que ce soit, là, tu sais, ton corps va avoir la même molécule que ce qu'elle vienne d'une banane, d'un jujube, d'un gel. Ultimement, du coke. Tu veux prendre quelque chose que tu vas aimer, que tu vas être capable de manger. Parce que crois-moi, après 6 heures, t'es écœuré de voir des jujubes, absolument. même si c'est quelque chose que t'aimes beaucoup. Puis passer 60 grammes à l'heure, là, tu vas introduire un autre type de sucre, le fructose, parce qu'en gros, c'est comme si les petites autos, là, les taxis dans le corps qui vont amener le glucose aux muscles, là, sont saturés. Fait que là, il faut que tu amènes un autre carburant qui n'a pas besoin des petites autos. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est des petits détails peut-être un peu plus geek, là. Mais en gros, quand tu fais du sport, oui, il y a des bonbons, jujubes, gel, pâte de fruits. Tu trouves ce qui te convient, ce que tu aimes. Puis, un petit truc important, tu te rinces la bouche avec de l'eau une fois de temps en temps parce que sinon, les caries, hein, on l'oublie, hein, mais c'est ça d'avoir du sucre dans la bouche pendant 6 heures de temps. Ton dentiste, il n'est pas content. Là. Ouais, exact. Ouais. Ouais, les bonbons, c'est beau, mais ça reste des gencives beaucoup. Tu sais. Mais tu sais, puis pour arriver à 120 grammes à l'heure, il faut que tu te forces. Là, Ben oui. Fait que tu n'as pas le choix faim, de là. faire des choix extrêmes ou en tout cas edgy d'un point de vue de ce que ça représente, tu sais, comme choix alimentaire quand tu classes ça de bon à mauvais, les aliments, si, mettons, tu voulais faire ça. Wink, wink, Clin man. d'œil. Mais ouais, tu vas être surtout dans la partie très dense en calories, mais très dense en glucides. Tu sais. Puis là où je voulais aller avec les glucides, tu sais, j'ai l'instinct en pratique, puis aussi basé sur une certaine science, que même en deçà de 60 à 90 minutes, il y aurait une pertinence à consommer des glucides pour juste d'un point de vue attribution des ressources et répétition de sprint. Comme c'est des systèmes énergétiques qui sont dépendants énormément du glucide, d'assez haute intensité-là, d'avoir une certaine forme de, je sais pas là, C'est un carburant pendant qui permet d'aller chercher là, une plus puis en grande... tout cas, une glycémie sanguine, c'est le mot que je cherchais, plus élevée. J'ai l'impression que d'un point de vue cérébrale, gestion des ressources, puis permettre à ton corps d'aller très loin dans l'effort. Je crois que c'est pertinent. Puis dès que du sucre touche certains de tes récepteurs dans ta bouche, ça aide ta performance. Fait que déjà, sous la barre des 60 à 90 minutes, il y aurait une pertinence si tu fais de la très, très haute intensité. Tu sais, voir, mettons, dans des séances d'intervalle, même si ça dure juste 1 heure, tu pourrais claquer un petit peu de glucides au premier quart, puis après ça, la moitié de ta séance. T'sais. Par rapport aux récepteurs, ce que tu dis, ça, je trouvais ça fascinant, là, mais mettons, là, t'es à la fin d'un marathon, il te reste 2 km, puis là, t'es sauté, puis là, t'as pas le goût d'un gel, juste le fait de te rincer la bouche avec quelque chose de sucré, ça va apporter une certaine une énergie supplémentaire, même si concrètement, t'apportes pas de carburant au corps. Là, donc, juste le goût sucré. Même si ça goûte sucré, puis il y a 0 calories, ça va quand même aider. Ça m'a déposé mon cerveau à moi. Mais ça, à court terme. Mais ça, c'est à court terme, vraiment. Mais comme que ça puisse zéro. marcher pareil, j'étais fasciné par ça. Puis même par rapport à... son cerveau. Vraiment. Puis même par rapport à ton point de quand même manger un truc, même si ta séance est de juste 60 minutes, ben si t'as l'intention d'aller vers des plus longues durées, ben déjà d'habituer ton estomac et toi t'habituer à justement prendre un gel après 60 minutes, c'est aussi une autre façon de t'entraîner ton estomac sur une séance qui est peut-être plus basse en intensité, plus facile à endurer, fait que tu mets plus d'efforts sur ta nutrition à ces moments-là. Et aussi, je dirais que ça te permet de choisir ce qui passe et ce qui passe mal à haute intensité. Mon Dieu, parce que c'est pas en course que tu veux faire des tests, fait qu'il faut que tu le testes à un certain moment. Fait que parfois, les séances plus courtes mais plus intenses, c'est un bon moment pour le faire. Tu te rends compte que, mettons, des jujubes, c'est vraiment bon, mais quand t'es à 180 battements par minute, dans un col à 12 je te jure que tu veux pas mastiquer des jujubes. Je suis pas un fan des jujubes à l'effort. Une fois de temps en temps. Ça m'est arrivé l'autre jour, c'est pour ça. J'étais chez mes parents, il y avait rien. Donc, j'ai pris le sac de jujubes de la maison. C'est bon. Je vais faire avec ce que j'ai, mais c'est vrai que c'est pas super agréable en bouche, puis ils ont tous des textures différentes. Mais ça peut être le fun, c'est beaucoup moins cher que, malheureusement, des fois, beaucoup de produits de sport, ça peut être plus accessible. Les produits de nutrition sportive, ça commence à être de plus en plus cher. Bon, on a-tu... Excuse la nutrition, je m'emporte. Ouais, t'es parti. Mais pour vrai, on devrait en faire un épisode au complet de la nutrition sportive. Là, ça... Ouais, j'essaie de faire le tour des mythes qu'on a quand même touchés, puis là, on a fait aussi... un bon questions, bout qu'on jase. Peut-être des questions en rafale. On a reçu quand même des questions qui peuvent se répondre par oui ou non ou par une pas phrase très bon, courte. là, On a réponses courtes. C'est correct qu'on apprécie. Courir ou marcher?
C'est quoi ton but? Pour la santé. Pour la santé, ça dérange pas autant, mais par unité de temps, courir est plus rentable que marcher. Ah ouais? OK. Ben, la haute intensité à temps comparable va toujours t'amener un plus grand bagage de changement Mais mettons, que de la basse intensité. Si on marche l'équivalent de ce qu'on aurait couru, dans le sens que, on disait... Tu vas quand même avoir plus de gains avec la course parce que c'est une intensité qui est plus élevée. OK. Et donc, c'est Intéressant. associé à plus de changements dans ton corps. J'adore. Plus de perturbations. Donc, plus de perturbations égale toute la cascade qui vient amener les changements. Ouais. Débat philosophique. Est-ce que tout le monde peut courir un marathon? Tour de table? Marathon, est-ce que tout le monde devrait? Je sais pas. Est-ce que tout le J'ai monde... aimé ça, t'avais mis ça dans ton Est-ce commentaire. que tout le monde peut? Je pense que oui, avec assez de temps. Puis aussi, c'est quoi les motivations? Pourquoi veux-tu faire ceci? Tu sais? Je pense que c'est important. Ça, on l'évacue souvent, cette notion-là, de tellement pourquoi vrai. tu veux faire un marathon. Puis, ben là, mon ami m'a inscrit, puis là, je suis un peu pogné à le faire. Ouais. Mais tu sais, je comprends le désir de dépassement dans le sport, Ouais. 100%. Mais par contre, j'essaie d'argumenter pour choisir une des deux voies d'accomplissement. Ce que je veux dire par là, c'est tu peux rallonger tes événements ou tu peux garder la même distance, mais de le faire plus vite, Ben oui. puis de t'améliorer. Je trouve que d'un point de vue kinésiologique et de performance, c'est beaucoup plus intéressant d'améliorer tes performances sur une distance que tu as déjà parcourue que de faire sensiblement la même intensité, mais juste plus long. Ou en tout cas, il y a une relation... Tu vois, j'ai shifté là-dessus. Moi, j'ai Ouais. fait des marathons dans le passé. C'était Ouais. ça que j'aimais. Puis là, je suis revenu sur le 5 à 10 km. Ouais. Puis là, j'essaie de dépasser mes temps. Voilà, exactement. Je travaille là-dessus. Puis- Je me suis donné 2 ans avec certains objectifs. Nice. Mais ouais, je suis revenu à ça. Puis je trouve ça vraiment agréable de dire que la récompense, au final, je la trouve plus le fun que de finir exact, mon t'sais. marathon, de faire comme cool. Ouais. J'ai survécu. Mais c'est ça, fait à chacun ses motivations. Ouais. Mais j'essaie de prôner là, une augmentation de la performance avant une augmentation de la C'est bon, distance. Juste d'un point de vue philosophique. Peut-être un peu par contre-culture, là, de contrer Ouais. en faire toujours plus, Ouais. mais aussi parce que il y a des apprentissages à améliorer sa performance que tu peux juste avoir quand tu essaies de battre un certain temps. Ouais. T'sais. Parce que si tu ne fais qu'allonger, il y a certains apprentissages que tu vas manquer. Ouais. Voilà. Puis parlant des plus longues distances, pendant qu'on dans les Ouais. trucs philosophiques, on en Ouais. parlait un peu avant de commencer à enregistrer. Justement, les ultra-distances deviennent de plus en plus populaires. Puis, tu sais, il y a un peu de littérature sur, bon, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand ça fait 40 heures que tu cours. Tu sais, de répéter pendant plusieurs années, d'avoir 3, 4, 5 événements d'ultra par année. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on est toujours dans le bénéfique pour la santé ou là dans le dépassement, performance physique, mais là où c'est plus forcément sain? Ouais. Dès qu'on parle de performance, j'invite les gens à ne plus analyser les choses dans le prisme de la santé. Ah, c'est bon ça. Parce que si tu voulais juste être en santé, tu ferais 3 fois 30 minutes dans ta semaine. Dans ta zone puis, 2. tu sais, Ouais. c'est ça, puis tu serais bien chill. Ouais, tu sais. ouais. Tu irais pas te claquer 160 km dans le désert. Là, tu sais, on parle plus de santé Non, rendu c'est là. sûr, Tu sais. ouais. Est-ce que c'est dangereux pour la santé, cela dit? Je pense pas avoir les compétences pour répondre à cette question-là, mais je pense que si tu suis une structure d'entraînement qui est progressive, qui t'amène à avoir un volume hebdo, mensuel, annuel qui est suffisamment élevé pour te permettre d'envisager un 100 ou un 160 km sur tes pattes, ben bravo d'abord, parce que déjà juste te rendre au fait de considérer t'inscrire à 160, chapeau, tu sais. Ah, pas vrai, tu sais. Après ça, tu sais, s'il y a une phase de récupération après, autant physique que psychologique, avant d'entamer une prochaine phase de build là, tu sais, pour affronter un autre événement, je vois pas de problème flagrant. Tu sais, il y a des études qui montrent une hypertrophie cardiaque chez les gens qui font énormément d'endurance, là, les rameurs, les cyclistes. Puis ça peut être dangereux pour la santé. Tu sais, fait que peut-être avoir des check-ups santé, sanguins, cardiaques, peut-être un petit peu plus fréquemment si tu fais très, très, très longue distance fréquemment. Après ça, tu sais, assurer une bonne disponibilité calorique au quotidien et manger pendant assez. tes événements. Le sommeil, tu sais, plus ton objectif de performance est
hungry, là, Il est grand, plus là. il est grand, plus il faut que ton quotidien soit régulé autour de ton objectif. Ouais. Fait que ça vient spécialiser ton quotidien vers celui d'un athlète. Ouais. Puis après ça, bien évidemment qu'on n'est plus dans une composante santé parce qu'on est souvent un petit peu plus unilatéral dans notre focus, puis dans nos interactions, puis dans comment on construit notre temps libre. Mais est-ce que c'est nuisible pour autant? Je suis pas prêt à dire ça. Il faut juste Ça dépend bien faire les choses, puis peut-être bien s'entourer. Vient un moment où est-ce que tu as besoin d'une équipe autour de toi, puis que tu peux plus tout faire tout seul. J'aime la distinction que tu as faite. Souvent, comme dans la notion de rester en forme, donc ça peut être une motivation de rester en forme. Donc, on fait 3 fois par semaine 30 minutes, puis ça peut être bien suffisant pour maintenir la santé. Ouais. Mais à partir du moment qu'on tombe dans une performance, c'est vrai, je crois qu'on devrait être dans un paradigme, une façon de penser complètement différente. Parce Totalement. que là, les objectifs changent du tout au tout. Là. Exact. Puis tu acceptes peut-être des risques, s'il y en a, que d'autres personnes n'accepteraient pas. Puis c'est valide dans n'importe quel sport de compétition aussi. Là. Je veux dire, un joueur de soccer professionnel, un joueur de hockey, peu importe, les risques de blessures, de séquelles à long terme sont beaucoup plus élevés que des gens qui pratiquent de manière récréationnelle. Là. Exact. Puis après ça, tu viens ajouter les aspects d'incitatifs financiers si t'es, mettons, dans le sport professionnel. Ouais. Parce que là, ta santé est encore plus mise de côté parce que t'as ta job. non seulement c'est ta job, mais t'as aussi un incitatif assez grand à en faire plus parce que pour le sport d'endurance, on sait que ce qui amène une bonne performance, c'est des hauts volumes, fait que c'est facile d'en faire toujours plus. Mais il faut absolument pas analyser ça d'une manière santé, puis de juste se dire, une fois qu'on se met à parler de performance, c'est quoi la structure de vie, la structure de performance, au jour J, comment est-ce que tu vas créer ta stratégie de course, puis tes ravitaillements, puisqu'on parle de ultra-trail, il faut que tu analyses les choses bien différemment que quelqu'un qui s'inscrit à un 5 km des couleurs, là, que tu te lances la poudre, là, où t'es déguisé. C'est full fun! Mais j'ai rien contre, c'est juste pas le même paradigme. C'est sûr. C'est pas la même Exactement. chose. Surtout pour un 160 km, tu t'embarques dans une autre aventure. Ouais. Mais ça demeure, je pense, au final, sans qu'on soit des experts sur le sujet, peut-être ce sera vérifier la littérature. Je suis pas mal sûr que de s'entraîner en vue de courir un 160 km, c'est pas mal mieux que de rester à la maison assis sur ses fesses à rien faire. C'est sûr. Il y a peu de choses pires que la sédentarité pour la santé. Ouais, exact. On est d'accord. Ouais. Hey, je regarde, on a fait un bon tour, je pense, du... Il y avait vas-y. Petit mythe. OK, vas-y. Parce que Alexis Goujon, qui est notre ami physiothérapeute, on en a déjà parlé, on le mentionne tout le temps dans tous nos épisodes parce qu'il a tout le temps des bonnes idées. Est-ce qu'il faut arrêter la course à pied ou le sport quand on a une blessure? Généralement, non, on ne devrait pas arrêter. On devrait modifier. Bingo. Non, c'est pas vrai. Mais, c'est la réponse attendue exactement. selon nos recherches. Sans trop de surprise, exactement. Ouais. L'arrêt complet de la pratique sportive amène un déconditionnement. Ouais. Ça, c'est immanquable. Fait que si tu es en train de bâtir vers un objectif ou que ton objectif, c'est juste d'être en santé et actif physiquement, ton objectif, c'est de continuer à faire du sport. Fait que tu devrais pas aller contre ton objectif, tu devrais juste le modifier temporairement. Ouais. Le corps répond bien à une surcharge, comme on a parlé plusieurs fois aujourd'hui. Et donc, c'est juste de modifier légèrement le type, l'intensité ou la durée de la surcharge pour donner au corps le temps nécessaire pour rebâtir la blessure, en tout cas les tissus qui ont été blessés. Fait que ça passe peut-être par pas de mise en charge, natation, vélo, patin, peu importe, Stairmaster. Est-ce que ça passe par juste réduire la durée ou de espacer les séances dans le temps, mettons, plutôt que de courir à tous les jours, courir aux 2 jours pendant 10 à 20 jours pour juste guérir puis après ça revenir. Et aussi, c'est pas dans la question, mais je tiens à le dire, si on s'est blessé, c'est qu'on a fait quelque chose qui était trop. Ouais. Trop vite, trop souvent, trop longtemps, trop peu de calories. Il y a quelque chose qu'on a fait qui n'était pas correct. Fait que j'incite les gens à pas viser à retourner là où ils étaient au moment où ils se sont blessés, à juste retourner légèrement en deçà pour permettre au corps de continuer à absorber la charge d'entraînement et de ne pas revenir au niveau qui a été blessant, au niveau qui a fait qu'on s'est blessé. Ouais. Fait juste revenir un petit peu en dessous, puis après ça, peut-être agir différemment pour éviter de se reblesser. Parce qu'une se blesser, c'est une chose, mais après ça, se reblesser, ça... Donc, c'est important d'avoir un peu d'introspection sur nos mécanismes de blessure puis les facteurs qui auraient pu les influencer la blessure. Ces facteurs-là ne sont pas nécessairement juste physiques. Ils sont toujours multifactoriels. Dans le cas d'une blessure,
Donc, autre c'est se poser qu'une plein de blessure questions traumatique peut-être, avec, là, tu sais. ouais. Mais comme comprendre ce que ton quotidien avait l'air de quoi, ton niveau de Ouais. stress, ta fréquence d'entraînement, c'était quoi ton rythme de progression, as-tu délaissé la On voit muscu? souvent ça à la course. Hein. C'est moins traumatique. C'est souvent des blessures D'usure, là, tu sais. d'usure, là, Exactement. On en a fait un peu trop. On n'a pas fait assez de récupération au corps. On a fait trop d'intensité dans notre semaine. On n'a pas fait assez de travail de basse intensité, autant d'un point de vue tissulaire, préparer nos tissus à faire de la course à pied, que juste d'un point de vue cardio, là, de pas avoir fait assez de volume à basse intensité avant de se soumettre à des plus hautes intensités. Ce qui est tricky avec la course à pied, c'est que quand on veut faire de l'intensité, nécessairement, ça vient avec une charge musculo-squelettique qui est plus grande. Les impacts au sol sont plus intenses, notre foulée est plus grande, on a plus de déformation quand on touche au sol. Tu sais, c'est un petit peu plus traumatisant pour le corps. Tandis qu'il y a d'autres sports où est-ce que c'est le même geste, tu fais juste y aller plus fort. Tu sais, la nage, le vélo, même marcher en montagne. Tu sais, quand tu montes la montagne, c'est vraiment dur, mais ça coûte pas si cher au corps d'un point de vue musculo-squelettique. Tu sais. Fait que c'est comme une catégorie à part, la course à pied, à cause de ça. Puis c'est peut-être pour ça que le taux de blessure est parfois un petit peu plus élevé, parce qu'on néglige à quel point ça peut être traumatisant si on n'est pas préparé. Lorsqu'on est bien préparé, le corps va l'absorber comme n'importe quelle autre surcharge, mais il y a un petit peu plus de préparation à faire dans le cas de la course à pied que d'autres sports. Ouais. C'est bien ça. Ah ouais, c'est très bien, je prends des notes. Ben oui, non, c'est super clair. Hey, cool. On a fait vraiment un beau tour d'horizon, je pense, sur course à pied 101, comment je commence sans, sans faire comme mon graphique Strava que je t'ai montré. Un peu beaucoup! Ouais, non, mais mettons que j'étais un bon contre-exemple, là, mais en tout cas, fait qu'on a des... Ouais, mais il faut parfois l'apprendre à la dure. Ah oui, je l'ai appris à la dure. Voilà. Chez le physio demain. Là, exact. Peut-être un bon tour d'horizon et tout. Je pense déconstruit pas mal de mythes. Course les articulations, les étirements, la fameuse zone 2 et tout. Kev et moi, on aime toujours à la fin faire une espèce de tour de table où là, bon, on dit chacun, nous, un truc qu'on a retenu, qui nous a marqué, puis toi, ton espèce de take-home message pour les auditeurs. Parfait. Kev, toi, qu'est-ce qui t'a marqué? Eh bien, tout. C'est un sujet que je trouve passionnant. En fait, je dis ça à tous les épisodes. C'est l'enfer. Mais ça tombe bien, c'est ton podcast. Si tu t'ennuyais dans l'épisode, ça serait plat. Écoutez, ça va être vraiment un but de soi-même, j'adore. Qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Tu sais, je viens de la biochimie, j'aime l'aspect évolutif des choses, puis je trouve qu'il y a des concepts qu'on a abordés qui résonnent avec la course à pied. Tu sais, la capacité d'adaptation du corps, le corps est résilient, puis je trouve ça intéressant parce que, overall, tout le monde peut courir. C'est ça que j'ai compris de l'épisode, c'est tout le monde peut courir, il faut juste y aller à sa manière. Puis mot d'ordre à la maison, je crois que ça peut valoir la peine de consulter un kinésiologue ou un spécialiste, un professionnel de l'activité physique pour vous aider, peut-être vous guider dans vos démarches si vous savez pas trop quoi faire par rapport à la course à pied, mais que ça vous intéresse. Ouais. Alors moi, je dirais, tu sais, d'avoir un peu des... Là, je sais que c'est approximatif, mais des chiffres de à quel point, quand on dit on commence doucement, tu sais, 10 km par semaine, tu sais, moi, ça aurait été, puis c'est la bêtise que j'ai faite, là. C'est 25 km! Non, mais j'ai pas couru depuis des mois, je fais juste du vélo, je suis comme, 10 km au Mont-Royal, là, je m'en vais en France, OK, aller 15 km avec 900 mètres de dénivelé, genre, ça c'est la connerie qu'il faut pas faire à la maison. Fait que, ouais, non, de dire qu'on commence doucement, puis c'est tout l'aspect contre-intuitif de, t'as l'impression de, si je veux m'améliorer, performer, il faut que j'y aille tout le temps avec le sang dans la bouche. Mais non, là, il y a beaucoup de gains. Le couteau dans les dents. Le couteau dans les dents. Ouais, non, ça, je pense que c'est un truc que je retiens bien. Puis aussi, justement, le fait que ça doit demeurer accessible, puis qu'avec un chronomètre, on est en business. T'as pas besoin de la monter à 1000$. Même pas de chronomètre. Ouais, même pas de chronomètre. Pour vrai, tu pourrais y aller et te laisser guider. Moi, j'aime cette idée-là, mais c'est personnel à moi. Mais... Tout à fait. Puis de mon côté, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est tous les rôles que peut amener le sport. En fait, tous les chapeaux que le sport peut porter pour toi. Ça peut être un vecteur d'amélioration de ta santé. Ça peut être d'améliorer ton humeur, gérer ton stress, créer des relations positives avec les gens autour de toi parce que tu pratiques le sport avec eux. Fait que c'est du moment de qualité parce qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de distraction. Fait que tu peux connecter avec le monde autour, tu peux connecter avec la nature si tu vas jouer dehors. Tu peux augmenter ta confiance en toi, tu peux te challenger, tu peux t'amener dans des zones mentales que tu pensais jamais aller, dans l'effort, puis dans la résilience, puis d'en ressortir grandi. C'est un vecteur incroyable, le sport, pour
jouer sur plein de gradients positifs de la vie, puis juste trouver ce qui fonctionne pour vous, que ce soit la course à pied, good, mais il y a tellement d'autres options aussi. Ouais. Si jamais la course, ça marche pas pour vous, il y en a des centaines d'autres activités physiques qui peuvent fonctionner. Trouver une manière d'être actif et heureux là-dedans, puis juste explorer ce que le sport peut vous amener. Ça serait ça mon take-home. J'aime ça. Passionné, passionnant, Ben oui. Frank. Un gros merci. Merci. Où à est-ce qu'on vous. peut te suivre Ah, ben oui. si les gens... Moi, je suis tout le temps dans le merci. Hein. C'est bien la gratitude, c'est important. Ah, mais, Merci, Frank. ouais. Merci. Ben, on mais peut me merci, mais il suivre, faut encore plus loin pour le suivre encore. Exact. Merci de l'opportunité. C'était le fun de vous jaser. Réseaux sociaux, mon nom, là, F. Raymond sur Instagram, vous allez me trouver. Il y a La Quête, le podcast avec mon ami Mike. Et sinon, je travaille à l'INS, à l'Institut national du sport du Québec, qui fait aussi de la diffusion d'informations scientifiques. Fait que l'INS Québec peut être une bonne ressource aussi. Puis aussi, n'importe quel kinésiologue autour de vous peut faire. Mais sinon, j'accompagne aussi des gens dans leurs objectifs. Donc, si on a besoin de coaching, je suis aussi disponible. Puis je mets l'emphase, ton podcast est vraiment excellent. Merci, c'est pour gentil. vrai, C'est beaucoup d'efforts. Non, mais vraiment. Ouais. Puis tu sais, c'est autant je trouve ça accessible pour quelqu'un qui s'initie sur le sujet que si tu veux geeker un peu plus dans les détails de certaines affaires. On a parlé brièvement des ondes, mais tu sais, vous avez un épisode complet là-dessus, me semble, sur les watts en vélo et tout. Là, fait que c'est vraiment très cool. Donc, c'est gentil, merci. mais on va mettre ça dans la description de l'épisode. Tu veux que je dise merci? Oui, là, tu peux dire merci. Okay. Merci, Frank. Salut.